notre invité du jour qui est avec nous, un joueur NBA, c'est Gershon Yabusele. Salut Gershon, merci d'être avec nous. Faut toujours croire en ses rêves. Je pense qu'on est les seuls maîtres de notre destin. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on a choisi le top 5 des GOAT. Et d'un petit nouveau, est-ce qu'on lui fait un petit busitage ou pas? Oh, super. Busitage. Ça a été compliqué au début. Je m'étais dit que la page NBA, ça allait sûrement être fini. Il faut réunir des paramètres qui sont complètement maboules. Et en fait, c'est ces mecs-là qui réunissent. Ouais, maboules. Ouais. Peu les milestones, comme ils disent aux États-Unis, pour se dire ouais, ça les veut étapes. dire Tu l'as celle-là? des Pourquoi tu fais checkpoints. les ricains comme ça là? Je rappelle que je viens du Wisconsin. C'est important. Une belle bouille à Ouais, Ouais, olive. aspirer. Sixième question. Il y en a combien? Ça te fait chier, c'est encore parce que là, Non, on a dit que c'était pas oui. le GOAT. Bah ouais, il bat tous les autres, mais c'est pas Il le est très- C'est un joueur de baseball. Et franchement, l'histoire elle est trop folle. Et comme c'est un sport éclaté au sol, on va Je la sais faire même vite. pas, Tim. Mais même Jordan, il te dira que Brady il est au-dessus de lui, je pense. Pour moi, c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus doué du foot de tous les temps, Bien sûr. Ronaldinho. Salut à tous, RMC Sport Club épisode 10, le premier de l'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Salut à tous d'ailleurs dans le chat, vous êtes déjà nombreux avec nous. Venez participer, comme d'habitude, il y aura 2 thèmes et puis un top 5. Voilà ce qu'on vous prépare ce soir avec la team RMC Sport Club. Sacha se fout de ma gueule déjà, dès la prise d'antenne. Non. Si. Salut à tous les clubistes, trop content de vous retrouver 2025, on va tout arracher RMC Sport Club, quel retour, je suis tellement content d'être là, merci de m'inviter Flora, de me faire profiter de ce canapé que je n'ai pas chez moi. C'est tellement pas surjoué. Non, si peu, bah, c'est tellement Sacha en fait. C'est tellement Sacha surtout, oui. Julie qui est avec nous cette semaine, salut Julie. Salut Flora, salut tout le monde. Et d'un petit nouveau, est-ce qu'on lui fait un petit busitage ou pas? Oh, super. Busitage. Bah, busitage, on peut, ça me dérange pas un Wow. busitage. Wow, vous commencez très mal l'année 2025. Aïe aïe aïe. Kylian qui est avec nous, salut Kylian. Salut Flora, salut à tous. Merci. Il y a un m'inviter, petit Flora. indice qui veut regrouper tous les trois, qui pourrait donner des indices sur les thèmes qu'on va aborder ce soir. Un petit point commun. La un classe, petit point commun. Ouais, le charisme. la dignité. Bizarrement, le c'est pas ce que charisme. j'ai choisi, Sacha. C'est le basket notamment dont on va parler ouais. dans quelques instants. On va se poser cette question. Est-ce que la NBA à tout prix n'est pas trop risquée pour nos jeunes basketteurs français, quitte à se brûler les ailes, les ailes. On va en parler dans quelques instants avec notre invité du jour, Gershon Yabusele, qui nous attend. On va aller le rejoindre dans quelques instants. Et puis, les sportifs de plus de 40 ans, à l'image de LeBron James qui a fêté justement ses 40 ans lundi dernier, ou Cristiano Ronaldo qui les aura le mois prochain. Est-ce que c'est voué à devenir la norme? Et puis, il y aura un petit quiz. D'ailleurs, petite nouveauté quand même aujourd'hui, il y aura un petit quiz sur ce sujet. Et on terminera avec le top 5 qui est peut-être lié d'ailleurs à ces sportifs de plus de 40 ans. Ce sera vos GOAT de l'histoire du sport. On en a beaucoup débattu dans la rédaction cette semaine, donc n'hésitez pas aux commentaires à nous dire, vous, quels sont vos GOAT de l'histoire du sport. Vous en choisissez 5, je sens que ça va être source de débat. Tout va bien? Ouais. Très bien. Je vous sens bien concentré là, vous écoutez On a un joueur NBA quand même en invité, c'est une dinguerie. Non? Ça va, c'est ça qui te met en pression? Ouais, moi je suis excité, j'ai la pression, donc je vais pas poser de questions à l'invité parce que j'ai trop peur. T'es trop fan peut-être? Peut-être aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est le débat parce que si vous posez la question à un jeune basketteur aujourd'hui de savoir si son rêve un jour est d'évoluer en NBA, il y a 9 chances sur 10 a priori qu'il veut répondre que oui. Ouais, voire 10. Voire 10 Ouais. peut-être même. À l'image de Victor Wembanyama. Actuellement, certains cartonnent d'ailleurs dès leur début dans la ligue principale de basket, mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué et c'est plus synonyme de galère. Alors, faut-il tout risquer pour aller tenter sa chance outre-Manche? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et qu'on va poser surtout à notre invité du jour qui est avec nous, un joueur NBA, c'est Gershon Yabusele. Salut Gershon, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir. Déjà, j'ai envie de te demander comment tu vas. Je vais super bien, merci et vous. Ah bah ça va super, nous on t'a en ouverture d'émission, donc nous on peut pas rêver mieux. On t'a quitté en plus sur cette médaille d'argent de dingue au dernier JO. T'as fait ton retour en NBA depuis. Comment ça se passe justement chez les Sixers de Philadelphie? Comment ça se passe là-bas ce début de saison? Assez incroyable pour moi d'un point de vue personnel. Franchement, je peux pas me plaindre. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux parce que j'ai beaucoup de temps de jeu. J'arrive vraiment à m'exprimer un peu sur le terrain, mais surtout, je pense que en termes de l'ambiance, les gars aussi sont contents que je sois là, donc je me sens vraiment bien accueilli depuis le début de saison là.
t'es bien intégré dans l'équipe. Tu joues d'ailleurs avec un certain Joel Embiid, qui a fait beaucoup parler de lui en France ces derniers temps. Là, si on fait un petit sondage, je suis pas sûr que ce soit le joueur le plus apprécié. Comment ça se passe justement avec lui? Parce que lui, je crois qu'il est ultra fan de toi. Raconte-nous un peu ta relation avec lui. Non, franchement, on a une relation vraiment, vraiment cool. Puis on se connaissait déjà avant tous les petits problèmes qu'on va dire qu'il y a eu avec l'équipe de France. Donc on a toujours eu un bon contact. Et puis j'ai même appris ici en venant là que ça fait déjà bien 4 ans, 3 ans qu'il pousse déjà pour que je vienne dans l'équipe. Donc voilà, de savoir ça aussi, ça fait plaisir. Mais sinon, vu que pour nous aussi on parle français, donc c'est un peu plus facile, je vais dire. Donc forcément, on a une très bonne relation. On va revenir avec toi du coup sur ton parcours aussi peut-être, parce que c'est vrai qu'on a ce thème de se demander si on se brûle pas un peu les ailes en allant trop tôt en NBA. Est-ce que toi déjà c'était ton rêve quand tu étais plus jeune de faire ta carrière en NBA? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. C'est arrivé quand même assez tard, je trouve. Mais quand j'étais pro déjà en Pro B à Rouen, et qu'il y avait déjà un peu des scouts qui venaient pour me voir, qui parlaient un peu autour de moi, c'est là que vraiment j'ai vraiment ressenti cette envie de vraiment y aller, parce que je me suis dit qu'il y a une chance, quoi. Avant ça, je l'ai rêvé, mais bon, je me suis dit peut-être que j'allais pas avoir de chance, quoi. Donc c'était vraiment loin. Mais vraiment, à partir que je savais vraiment que les scouts ils venaient me voir, c'est là que vraiment que je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, et à partir de ce moment-là, j'étais vraiment à fond. Ouais, bah on va rappeler quand même ce qui s'est passé. Tu as été drafté à 21 ans par les Celtics de Boston. C'est quoi tes ambitions à ce moment-là quand tu débarques en NBA? Tu as 21 ans. Qu'est-ce que tu vises à ce moment-là? Déjà, je me dis d'avoir du plaisir, parce que déjà, c'est une expérience qui est assez incroyable. Surtout la draft, pour moi, comment ça s'est passé, ça a été incroyable, parce que les Celtics, en fait, ils n'ont rien dit. Donc ça a été une surprise d'arriver en numéro 16. J'étais annoncé normalement fin premier tour, début deuxième tour. Donc déjà, ça a été la surprise. Et puis à ce moment-là, c'est un rêve qui commence. Donc en fait, je me dis, je vais arriver, je vais apprendre, et puis voilà, je vais progresser dans la ligue pendant plusieurs années, et puis voilà, avoir la chance, quoi. C'est vraiment les premiers trucs que je me dis. Donc après, bon, forcément, c'était un peu compliqué, parce que c'est une grosse équipe. Et du coup, au niveau du temps de jeu, c'était un peu compliqué pour moi de pouvoir m'exprimer. Mais voilà, à ce moment-là, je me dis, j'arrive en jeune, j'essaie d'apprendre, et puis vraiment progresser pour être meilleur. Salut Gershon, moi j'ai une question pour toi. Après ce premier échec avec les Celtics, comment tu l'as vécu personnellement? Tu es très jeune à l'époque, est-ce que c'est un énorme échec et tu te dis que tu n'auras plus la chance de revenir en NBA, ou alors tu vois un peu plus sur le long terme et tu dis peut-être que ça reviendra? Comment tu le vis à l'époque? Honnêtement, ça a été une partie très 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 compliquée, parce qu'à ce moment-là, quand ça arrive, on est à la Summer League, on est à la fin de la Summer League, donc je me fais couper très tard pour pouvoir retrouver un club en NBA. Il y avait qu'un seul club, c'était Washington, parce qu'ils n'avaient pas encore signé de joueurs, donc ils étaient prêts à m'accepter pour le training camp, et puis en gros voilà, je devais gagner ma place pour pouvoir avoir une chance de contrat. Donc à ce moment-là, en sachant que mon expérience en NBA c'était pas top, moi je décide de partir en Chine. Puis après voilà, il y a eu le Covid, et puis je me suis retrouvé sans club, et puis ensuite je suis venu avec l'Asvel. Mais ça a été compliqué au début. Je m'étais dit que la page NBA ça allait sûrement être fini, parce que j'étais quand même aussi un peu, on va dire, énervé que ce soit pas passé comme je voulais que ça se passe. Donc forcément il y avait des regrets. Puis après, une fois que j'ai pu reprendre avec l'Asvel et rejouer et reprendre, on va dire, ce plaisir-là au basket, je me suis dit que j'essaierais de tout faire pour essayer de repartir, quoi. Salut Gershon, moi j'ai 2 questions pour Salut. toi. La première, c'est la perception des gens qui sont en NBA, en fait, parce que comme tu as connu un petit peu ça 2 fois, je pense que la première fois, ils n'avaient pas la même perception de toi qu'ils ont après que tu es Thomas sur LeBron James, par exemple. Quand tu reviens en NBA, il y a une différence de traitement, et je voulais savoir justement les Français, les jeunes Français, comment c'était quand tu t'es fait drafter, et comment c'est aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. Ouais, franchement, je pense que même moi encore aujourd'hui, je suis quand même agréablement surpris du respect que je reçois, que ce soit des joueurs ou des coachs. Même encore aujourd'hui, quand on va jouer contre des équipes, je peux avoir des coachs ou carrément des joueurs sur le terrain, déjà qui me félicitent pour les JO.
qui me disent aussi bon retour en NBA, qui me félicitent un peu du parcours. Donc forcément, même ça, parce que des fois, en fait, je réalise pas tant. En fait, je suis tellement concentré dans le basket que j'ai du mal des fois à réaliser un peu tout ce qui se passe. Donc franchement, quand j'entends ça aussi, déjà, je suis très content. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé, les joueurs et puis même les coachs me voient complètement différemment de quand j'étais à Boston. Ça, c'est clair. À Boston, t'avais moins de respect ou de considération. Enfin, comment ils te traitaient concrètement? Ils savaient pas trop qui t'étais, j'imagine. Ouais, bah c'est clairement ça. Parce que voilà, avant Boston, j'arrivais de la Chine. Bon, voilà, la Chine, les gens ils regardaient la Chine pour me dire un peu que c'était une ligue où je suis parti me défouler, on va dire un peu. Poser voilà, des stats. j'ai pu un peu jouer et profiter avant de venir en NBA. Donc voilà, j'avais, on va dire, rien fait vraiment. Alors que là, je pense que les gens ils prennent aussi en compte le fait que j'étais avec Real Madrid, qui est quand même un des meilleurs clubs en Europe. Et puis voilà, il y a aussi les compétitions avec l'équipe de France, dont les premiers JO aussi au Japon. Et puis voilà, les autres compétitions qu'on a pu avoir. Plus encore les JO là, cette année, où vraiment on a fait la deuxième place avec pour moi une des meilleures compétitions, je pense, avec l'équipe de France. Donc forcément, tout ça rentre en compte. Moi d'abord. Tout le monde a trop de questions pour toi, Gershon. Tu parlais tu parlais du Real où clairement, on va se le dire, tu étais un des hommes forts de Chus Mateo, où tu fais 2 finales de suite en Euroleague, où tu en remportes une, tu en perds une. Mais tu étais devenu un élément essentiel du Real. Tu arrives aussi avec un nouveau statut en NBA. Comment, à ce moment-là, tu es au top de ta forme? Je crois que tu n'as jamais été aussi bon dans ta carrière. Comment tu décides de prendre le risque de retourner en NBA? Alors, j'imagine qu'il y a aussi le fait que c'est ton rêve de jouer en NBA. Mais comment tu prends la décision de quitter le Real, où tu as tout, où c'est l'un des meilleurs clubs en Europe, pour aller retenter l'aventure NBA, où au final, tu ne sais pas comment ça va se dérouler? Ouais. Bah déjà, c'est même encore plus fou que ça, parce qu'en 3 ans au Real Madrid, on a fait les 3 finales. J'en ai perdu 2, malheureusement, et j'en ai gagné qu'une. Parce que la première année, je crois qu'on perd de 1 point ou 2 points contre FS aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-là. Lui, non, il l'a pas oublié. Ça se fait naturellement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que bon, les gens peuvent voir ça comme un pari assez risqué. C'est vrai qu'aussi, je peux le comprendre, mais moi, ce qui me concerne moi personnellement, pour la décision, elle s'est fait rapidement, parce que la NBA, j'ai jamais caché que voilà, j'ai toujours voulu revenir ici. Donc forcément, quand il y a l'opportunité, je réfléchis pas beaucoup, mais c'est surtout qu'une deuxième chance en NBA, c'est rare. Je pense que les joueurs qui ont eu une deuxième chance pour pouvoir revenir, on peut les compter, je crois que sur une main, vraiment. Donc c'est tellement rare que quand ça arrive, tu réfléchis pas. Et moi, je trouvais aussi avec mon agent que c'était la suite logique par rapport à l'année qu'on venait de faire avec Real Madrid, par rapport à l'été avec l'équipe de France. Bon, je me suis dit, s'il y a un meilleur moment pour revenir, c'est clairement cette année-là. Gershon, on a pas mal de débats sur Euroleague, NBA. J'aimerais revenir un petit peu en arrière sur ton expérience en J-League. Alors pour précision, ceux qui connaissent pas, l'antichambre de la NBA, quand tu peux pas jouer en NBA, des fois il y a des two-way contracts qui permettent de faire la passerelle entre la J-League et la NBA. Est-ce que pour toi c'était une expérience valorisante malgré tout, ou est-ce que tu as l'impression que c'est une ligue où on entasse des jeunes talents en leur faisant, entre guillemets, miroiter la possibilité de revenir en NBA? Est-ce que tu penses que l'expérience J-League est potentiellement équivalente à une expérience de retour en Europe à un moment où la carrière en NBA peut être bloquée? En fait, déjà, je pense qu'il y a de tout. Je pense vraiment qu'il y a de tout, parce que d'une chose, les débats avec l'Euroleague et l'NBA, ça s'arrêtera jamais. Je pense que ça, on l'aura toujours. Parce que forcément, il y a des équipes top Euroleague où il y a tellement de talent que tu peux te poser la question. Comme des fois, il y a certaines années, il y a certaines équipes NBA qui sont pas au top, donc tu te poseras la question. Voilà, donc ça sera toujours comme ça. Mais moi, en tout cas, je dirais toujours, je pense que la NBA, c'est la ligue numéro 1. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Et l'Euroleague, pour moi, ce sera la numéro 2. Mais l'Euroleague progresse de chaque année. Chaque année, il y a de plus gros talents qui viennent. Les équipes, elles deviennent de plus en plus compliquées. On voit encore aujourd'hui le championnat. Je crois que si on regarde le classement, c'est tellement serré que c'est incroyable. Donc voilà, ça restera toujours comme ça. Après, la G-League, je dis qu'il y a tout, parce que il y a certains joueurs
qu'ils ont la chance de pouvoir se développer, et qu'ils ont une chance justement de pouvoir joindre la NBA. Donc pour eux, c'est logique, on va dire, d'être là, surtout les two-way. Après, il y a certains gars dans certaines équipes qui n'ont pas forcément la chance ou qui n'auront pas de chance. Et pour eux, ça serait plus logique pour moi d'aller se développer en Europe, d'avoir des vrais rôles et puis voilà, d'avoir une vraie situation. Parce que c'est vrai que des fois, il y a certains joueurs qui jouent des week-ends et puis après, ensuite, quand les two-ways arrivent, ces joueurs-là ne jouent plus. Donc en fait, je dirais vraiment ça dépend de la situation. Si on a une situation, par exemple, là, je parle par rapport aux Français, s'il y a des joueurs français qui viennent en D-League et qu'ils ont une situation où ils peuvent jouer, où ils peuvent avoir des minutes, qui peuvent développer leur jeu, c'est très intéressant. Maintenant, être sur le banc où tu joues, on va dire, 2-3 minutes et qu'il n'y a pas de situation, moi, je dirais que c'est mieux d'aller en Europe parce que le jeu en Europe, on a un niveau de jeu qui est très haut. Et ça, même les Américains le reconnaissent et ils respectent ça. Et je pense que c'est pour ça, quand les Européens, on arrive en NBA dans des bons rôles, on est plus prêt que des joueurs américains, forcément. Du coup, a posteriori, Gershon, est-ce que tu referais exactement les mêmes choix de carrière que tu as fait au début, partir aussitôt en NBA quitte à pas jouer là-bas, ou est-ce que tu aurais changé quelque chose ? Moi, j'aurais tout gardé comme ça. Parce que déjà, je trouve que j'aime bien comment ça s'est passé au final, mon histoire. Je trouve que c'est assez sympa, mais c'est surtout que je pense que moi, dans ma petite carrière aujourd'hui, toutes les épreuves que j'ai pu avoir, que ce soit bon ou mauvais, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Parce que justement, j'ai pu apprendre, j'ai pu être dans ces situations-là qui me font réaliser beaucoup de choses. Et je sais qu'après Boston, ça a été difficile pour moi, mais voilà, j'ai justement pris tous ces petits moments-là pour essayer de sortir le positif, pour me dire qu'en fait, tout ça, c'était une bonne expérience quand même. Et j'ai pu apprendre parce que j'ai quand même eu de la chance d'être dans une équipe où pendant 2 ans, j'étais avec Kyrie Irving, j'étais avec Al Horford, j'étais avec Marcus Morris, j'étais avec Tatum quand il arrivait au début, et avec Jaylen Brown. Donc j'ai pu voir tous ces gros joueurs à côté de moi, j'ai pu apprendre à côté d'eux. Et puis voilà, c'était une expérience quand même assez cool. On a fait la finale de conférence. Donc voilà, j'ai eu une vraie expérience quand même en NBA, malgré le fait que j'ai pas beaucoup joué. Et puis je sais que ça m'a rendu meilleur. Gershon, tu l'as dit, tu as un parcours très particulier. Vous n'êtes pas nombreux à avoir de chance d'aller en NBA. Toi, tu l'as eu. Est-ce que ton histoire, c'est pas aussi un message pour les jeunes ? Est-ce que c'est pas un message à leur envoyer en disant voilà, c'est pas parce que vous échouez une première fois qu'il y aura pas une deuxième chance d'y aller ? Est-ce que tu as un message pour les jeunes joueurs qui veulent jouer en NBA ? On sait que on va pas se mentir, c'est vraiment le but de tous les joueurs de basket, les jeunes. Ah oui, ça c'est. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut surtout jamais abandonner en fait. Il faut toujours continuer à travailler. Je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans en arrière, ou même quand je suis parti de Boston, pour certains, j'allais plus jamais revenir. Moi, je savais que ça allait être compliqué, mais voilà, il faut toujours croire en ses rêves. Je pense qu'on est les seuls maîtres de notre destin. Ça, c'est une réalité. Et je pense que voilà, il faut croire chaque jour, il faut travailler et puis se dire que si tu veux que ça soit possible, faut tout faire. Il faut vraiment tout faire pour que ça soit possible parce qu'aujourd'hui, le travail paie. Et ça, c'est vraiment un fait. Et voilà, si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est vraiment de continuer à bosser, de vraiment travailler. Et tant qu'eux, ils ont la vision, il n'y a qu'eux qui peuvent vraiment réaliser leur destin. Moi, j'avais une question, mais il y a un commentaire dans le chat, il faut absolument qu'on le cite juste après, il est magnifique. Ouais, mais ça va mettre Gershon dans l'embarras. Ouais, je sais, mais c'est pour ça. Voilà, je le relaye pour toi, Gershon. Il y a un de nos viewers qui nous demande, il nous dit il sera à Orlando dimanche pour te voir jouer. Et il demande si c'est possible de se capter avant le match pour une petite photo en espérant une grosse perf de ta part. Voilà, c'est Miku2697 qui te demande ça. Il nous demande de faire la passe D, on l'a faite. Après, on sera pas à Orlando, on ne sait pas ce qui se passera. Voilà, déjà, je vois déjà beaucoup de Français en plus dans la plupart des salles où je vais. J'entends quand même 1 ou 2 Français, donc déjà ça fait super plaisir. Je prends aussi je prends le temps à chaque fois qu'il y a des Français de pouvoir faire des photos, signer des autographes. Donc si il peut venir, je sais qu'avant le match, quand on a les temps d'échauffement, généralement c'est là qu'on a le temps à la salle directement. C'est là où justement les fans ils viennent avant le match. Ouais. Donc, si jamais il est là, il peut
m'interpeller et avec plaisir, je viendrai faire la photo avec lui. Mikou, faut arriver tôt. Ouais, tu lui diras que tu étais sur RMC Sport Club et voilà, il viendra te chercher comme ça. Sacha, ta question. Exactement. Ouais, moi, ma question, c'était de savoir, tu disais que c'était important de croire en soi, croire en ses rêves, etc. Et est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, l'écosystème du championnat de France de basket permet d'être idéalement exposé pour la NBA ou pour l'Euroleague, parce que j'ai l'impression que c'est optimal pour aucun des deux, parce que pour se faire sa place dans un effectif mature en Euroleague, c'est difficile d'intégrer des jeunes, surtout quand c'est des postes de meneur, un truc comme ça, j'en parle même pas. En NBA, le championnat de France c'est peut-être pas encore à ton époque, sur ta draft, t'étais peut-être pas encore suffisamment apprécié pour qu'on sache le reconnaître. C'est en train de changer parce que je pense qu'on voit que la NBA elle est dominée par les joueurs européens, donc les mecs ils commencent à réfléchir un petit peu. Mais je voulais revenir sur toi. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des améliorations à faire dans la manière de gérer les jeunes talents français, dans le sens où c'est difficile de les mettre titulaires dans les grosses équipes de championnat de France, c'est difficile de tout de suite les projeter en NBA. On est un peu dans un entre-deux, on est un pays à part quand même dans cette situation-là. Ouais, après je peux dire aussi quelque chose, je dirais deux choses par rapport à ça, c'est que déjà nous en tant que Français, bon pas qu'on a de la chance parce que je pense vraiment qu'on bosse et que forcément la France au niveau du basket ça s'améliore de jour en jour, c'est impressionnant. Mais il y a les stats qui sont sortis il y a pas longtemps, en Euroleague je crois qu'on est le 2e pays avec le plus de joueurs. En NBA la stat je sais pas c'est quoi, mais on est beaucoup de Français encore aujourd'hui, des fois dans certaines équipes, je vois des Français que je connais pas, donc je me dis, il y a vraiment beaucoup de Français, donc ça fait vraiment super plaisir. Et puis deuxième chose, je pense aussi que aujourd'hui on peut être dans certaines équipes où voilà, il peut y avoir des coachs ou des équipes qui ont peur un peu de faire jouer certains jeunes parce qu'ils pensent qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'ont pas encore appris. Et moi, je prends souvent l'exemple de l'Espagne. Qui est un pays où des fois on peut voir des petits de 14 ans, 15 ans. Rubio, vraiment, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc vraiment très tôt, on peut les voir et justement on les met face à des difficultés. On les met vraiment face à des situations où là on pousse le joueur à grandir. Et ça, c'est vrai qu'on le voit un peu moins en France. Mais bon, moi je sais quand même que la formation en France, on a quand même une bonne formation parce que notre ligue elle est très 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 solide et elle est vraiment respectée. Aujourd'hui, je pense que voilà, il y a la CB en France et puis la CB en Europe et puis je pense que voilà, la France, on est vraiment pas loin. Je pense qu'on est vraiment 2e ou 3e. Donc notre ligue a quand même beaucoup de respect, même aussi en NBA, ils respectent bien notre ligue parce qu'elle est vraiment hyper physique. Donc je pense que nos jeunes, en sortant de France, en ayant une bonne saison en pro, ils ont beaucoup plus de chances, je veux dire, à être prêts pour le rythme de jeu ici en NBA. Et tu penses la formation française, parce que moi je trouve qu'elle est très hybride, elle est plus axée pour rentrer en NBA ou plus axée pour rentrer en Euroleague, sans dire les grands principes de la formation du basket en France? Moi, je dirais que notre jeu, il est plus compatible avec la NBA, rien qu'en termes de physique, de rapidité de jeu aussi. Et puis voilà, quand on regarde vraiment le jeu français, moi j'arrive vraiment à m'identifier avec la NBA. Je sais que tu vois le jeu espagnol est différent, par exemple. Je sais qu'aussi que notre force physique en France fait que quand des fois justement en Euroleague on tombe contre des équipes espagnoles, on a plus de facilité, on va dire, à être dans le combat et à leur poser beaucoup de problèmes à eux que l'inverse. Gershon, moi j'ai une question. Toi, t'es parti en NBA. Il y a Théo Malédon qui est venu en Europe, qui a fait le chemin inverse. C'est un peu le débat parce que je sais pas si tu regardes. Après être parti jeune en NBA. Voilà. Est-ce que tu regardes déjà, est-ce que tu jettes un coup d'œil à l'Euroleague ou pas? Alors, tu n'es pas sans savoir qu'il a été désigné MVP en décembre. Il fait un MVP en décembre. Il a fait un gros début de saison. Est-ce que tu penses que Théo Malédon, clairement, il est revenu pour, comme toi, avoir une deuxième chance en NBA plutôt que d'aller en G-League où parfois, comme on le disait, on a l'impression que les talents se perdent un petit peu dans le flot de joueurs? Déjà, il y en avait plusieurs dans son cas, en plus, qui sont revenus aussi des joueurs français. Je pense aussi notamment à Timothée Luau aussi, qui est aussi mon gars aussi. À Franck Ntilikina aussi. Et aussi à Franck aussi, avec qui on parlait, que je leur disais aussi de rentrer en Europe. Parce que, voilà, dans le cas de Théo, c'est la même chose. Je pense que
en D-League, il aurait eu peut-être une bonne situation. Mais moi, quand je vois un joueur comme lui, avec le talent qu'il a, je le voyais aussi l'été quand il venait dans l'équipe de France. Déjà, je comprenais pas pourquoi il avait pas forcément de chance en NBA. Mais quand je voyais ça, je me suis dit, un joueur comme lui, il faut rentrer en Europe. Il est juste trop bon et trop fort comme joueur pour vraiment rester qu'en G-League. C'est pas possible. Donc voilà, quand moi je voyais ça, je me suis dit, ah oui, lui, il faut qu'il rentre en Europe. Il a la chance d'avoir une grosse carrière. Il a aussi la chance de prouver, en fait, que c'est encore un joueur très haut niveau et qui peut clairement être dans une équipe Euroleague avec un gros rôle. Ça, c'est clair. Et là, il est en train de le montrer. Là, il déroule. Franchement, il joue son jeu. Et quand il joue comme ça, il est juste inarrêtable. Il aura peut-être aussi, lui, bientôt une deuxième chance en NBA, pourquoi pas. Très possible. Gershon, j'espère bien pour lui. On va bientôt te libérer, mais tu sais, nous, dans le RMC Sport Club, on fait souvent un top 5. Et la semaine dernière, on a cherché nos top 5 des meilleurs moments de 2024. Et ton poster sur LeBron, il est revenu assez souvent. Franchement, c'est resté ligne de des images de 2024. Justement, on va en parler, nous aussi, de LeBron dans quelques instants, parce qu'il a fêté ses 40 ans lundi dernier. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Est-ce qu'il peut encore jouer longtemps à ce niveau-là ? Parce que lui, il a dit, il envisage encore 5-7 ans, pourquoi pas au plus haut niveau. Comment tu vois les choses, toi qui le côtoies aussi quotidiennement en NBA ? Et est-ce que tu te vois, toi, durer jusqu'à 40 ans ? C'était la prochaine question après. Déjà, franchement, je suis pas dans son corps. Si il ressent qu'il peut jouer encore 5-7 ans, franchement, le respect et puis félicitations à lui, franchement, parce que je pense que ça serait jamais arrivé. C'est quelque chose d'assez incroyable. Maintenant, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse carrière, il est très très pro, donc il arrive à gérer son corps. Donc, est-ce qu'il peut continuer à faire ça encore ? Je pense que oui, il arrive à se gérer assez bien. Donc, c'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Encore aujourd'hui, on le voit encore mettre encore des gros dunks, courir à 100 à l'heure. Donc, il arrive vraiment encore à pousser, à être là. Donc, je pense que oui, c'est possible. Après, est-ce que moi, je me vois être jusqu'à 45 ou 47 ans ? Ça, c'est une grosse question. J'espère déjà jouer le plus longtemps possible. Et après, on verra, parce que je pense que lui et moi, on n'a pas le même poids aussi. Donc, ça, c'est... On verra. Je vais essayer de gérer mon poids et après, on verra. Ok, ça marche. Bon, un immense merci, Gershon, d'avoir été avec nous dans l'RMC Sport Club. Franchement, c'était un plaisir. Avec ton smile en plus tout le temps, vraiment un grand merci. Et puis, on te suit, nous, évidemment, dans l'RMC Sport Club, en NBA, parce que franchement, tu nous régales aussi à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Allez, à très vite. Merci Gershon. Merci, Gershon. Au revoir, merci, au revoir. Peut faire des cœurs à Gershon. Bien sûr, Moi, des cœurs coréens. Je lui fais des cœurs coréens. De la maison, coréen, tout, la totale. Incroyable quand même. Le chapeau de la maison. Il est trop sympa, Gershon. Ouais, quel amour. La maison du bonheur. Ah, d'accord. Ouais, t'as pas la ref. Non, pas la ref. Toujours le pas. chapeau de la maison, non. Elle a aucune de tes rêves, c'est ça qui est Incroyable, hein. Non, mais c'est super intéressant en fait ce qu'il dit, et surtout de voir qu'il changerait rien à sa carrière, alors on s'est pas étendu sur le coup, mais il a passé quand même quelques années en G-League notamment, où on s'est demandé en Chine aussi, des choix de carrière qui parfois peuvent étonner, et c'est bien aussi de rappeler aux jeunes basketteurs que on n'est pas tous Victor Wembanyama et qu'on peut pas tous performer direct quand on arrive en NBA, et que parfois il faut choisir un chemin un peu détourné. En fait, dans le sport comme dans la vie, je pense qu'il faut juste accepter l'échec. L'échec, ça fait partie aussi de la vie de chacun, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Et justement, médite là-dessus, Sacha. Voilà. Non, mais la NBA, c'est particulier. En vrai, on lui a pas parlé, mais il y a une question de timing. Quand il arrive à Boston, quand il arrive à Philly, c'est pas du tout la même chose. Non, mais après, il y a la manière dont ça s'est déroulé aussi, où il a été coupé sans qu'on lui dise pourquoi et comment, et tu vois, c'est arrivé d'un coup. Ouais, mais la NBA, c'est cet univers impitoyable. Ça veut dire qu'il faut que tout soit aligné pour que ça marche bien, tu vois. Et la première fois, c'était pas aligné. Il y avait une équipe qui était en totale reconstruction, où on cherchait encore le projet. Là, il est dans un projet qui est trouvé, qui cherchait des pièces de complément. Hop, d'un coup, ça marche super bien. Ouais, mais moi, je trouve que, tu vois, c'est un bon message pour les jeunes. C'est pas parce que tu rates une fois à 20 ans, 21 ans. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Tu peux prendre plein de chemins pour arriver au final. Il a joué en Chine et il se retrouve là. On lui ouvre les portes aux Sixers. L'expérience NBA et G-League, il t'explique quand même, ça reste le truc qui est le mieux en fait pour te connaître toi, pour faire les trucs, et finalement c'est ce qui va t'apporter le plus, j'ai l'impression, et c'est ce qui te permet après de potentiellement y retourner. Sauf si tu es sur le banc où il te conseille de te barrer en fait. Ouais, après j'ai l'impression qu'il faut un mental, c'est un test mental à G-League, parce que les échos que j'ai, c'est la guerre en fait, c'est la guerre pour celui qui va prendre tous les shoots dans l'équipe, donc celui qui a le plus de caractère en général score, et après c'est fini.
Donc ça peut être dur mentalement parce que c'est pas notre force première d'avoir des joueurs de caractère. Et on sait que Franck Ntilikina, par exemple, ça lui a porté beaucoup préjudice. Ouais. Mais ça lui a pas réussi, c'est sûr. Franck Ntilikina qui joue aux Partisans cette saison en Euroleague. En Euroleague, tiens, on aura ce débat NBA versus Euroleague une autre fois, si tu le veux, je dis dans la RMC Sport mais Club. moi j'oppose. Il n'y a pas de débat de toute façon. Non, je ferai jamais les deux sont deux ligues totalement différentes. Tu peux pas les comparer. Voilà. Ouais. Puis pas de débat du coup. Pas de débat du coup. J'ai l'impression qu'on a réglé la question assez vite. Mais non, l'NBA tabasse l'Euroleague et c'est réglé. Voilà, on a dit pas de débat. Non, c'est pour ça, il n'y a pas de débat. On est d'accord. On est d'accord. Allez, c'est l'heure des premiers paris du soir. On va accueillir Sou, on vous le rappelle, point d'exclamation dans le chat, point d'exclamation Winamax dans le chat. Et vous verrez, vous pourrez même profiter d'un bonus pour parier. On vous rappelle le code RMC 10 pour bénéficier de 10 € offerts en free bet. Salut Sou. Grand cœur tout le monde. Ça va? Salut Sou. Parce que Sou, il était pas là depuis 2 semaines, il était en vacances. Il était en visio le mec alors. et tout. De bonnes vacances, on a passé de bonnes vacances. Ouais, bonne fête, bonnes vacances, c'est bien. Excellent. Il s'est bien reposé pendant 2 semaines, pendant que nous on On a bien mangé, on a bien bu. Il a cramé le bénéf un peu des cotes, il a raison. Alors, ça fait plaisir, des petites huîtres, des petits foie gras. Oh bah oui, d'accord. Arrêtez. Nous on peut pas, Il nous. nous asperge de bonheur comme ça au visage, c'est terrible. Et puis il arrive sans galette. Bon alors les premiers paris du soir, est-ce que t'as respecté la logique? T'as parié sur quoi? De la NBA, du basket? Non, ouais, de l'Euroleague. Ah bah voilà. Excellent. Il a choisi son camp du coup. Euroleague. Ouais, Euroleague. J'ai choisi donc le match Maccabi Tel Aviv contre l'Olympia Milano. Donc c'est la 20e journée qui va opposer donc le 17e face au 12e. Donc moi je suis parti sur une victoire de Milan qui gagne pas à Tel Aviv du coup à cause du conflit israélo-palestinien. Ils jouent à Belgrade. Pourquoi je choisis Milan? Ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils sont encore en lice pour une qualification directe. Et Tel Aviv, c'est 17e, donc ils sont avant-derniers. Pour moi, Milan va l'emporter. Lors de leur dernière confrontation, ils l'ont emporté de 12 points. Et Tel Aviv, le dernier match, ils se sont fait écrabouiller par le Partizan. En plus, de 20 points. Donc, Et puis il y a Fabien Causeur à Milan. Ouais. Elle nous place tous les Français. C'est ça. Est-ce que ça change la cote ou pas? Je pense. Non, mais c'est une bonne cote. Il y a un Français au Maccabi aussi. Jalen Horde. Ouais. Voilà. Bravo. Ça y est. 1,76 t'as dit? C'est ça. Bon bah ok, c'est pas si mal que ça. Bon merci beaucoup Sou, on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième pari c'est ça. du soir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Sou. À tout à l'heure. On continue de dérouler. Arrête avec ton petit chapeau là. C'est un cœur, c'est un cœur, plus Florent. grand, en fait, tu t'es fermé d'esprit. C'est un problème. Je sais plus quoi te dire en fait. Enchaîne, je pense que ça va. Ouais. Oui. On va enchaîner. Sport Club ou autorité du sport, c'est bon. On va enchaîner avec le thème numéro 2, Sacha, du soir. On l'a évoqué rapidement si vous avez été attentif avec Gershon Yabusele sur ce thème des sportifs de plus de 40 ans. Pourquoi tu ris? Sportifs de plus de 40 ans, est-ce que ça va devenir la norme ou pas dans le sport de haut niveau? Parce que LeBron, on vous l'a dit, a fêté ses 40 ans lundi dernier. Dans un mois maintenant, Cristiano Ronaldo aussi aura 40 ans. Roger Federer a pris sa retraite à 41. Tom Brady à 46. Zlatan s'est arrêté à 42 ans. Et LeBron, lui, a priori, ne veut pas s'arrêter là, je le disais. Qu'est-ce qu'il y a? Qui ça? LeBron. Elle me fait la guerre avec son LeBron. Et j'ai pas dit LeBron déjà. Oui, mais. LeBron, c'est même combat. Voilà, d'accord. LeBron James a déclaré, pour être honnête, si je le voulais vraiment, je pourrais encore jouer à un haut niveau pendant cette étrange à dire 5 à 7 ans. Ce qui est quand même énorme. On peut se douter qu'il peut avoir Paris 2028, LA 2028, les JO prochains en ligne de mire chez lui. Alors, est-ce que selon vous, c'est voué à devenir la norme, ces sportifs qui dépassent la quarantaine au plus haut niveau, j'entends, on n'est pas sportif du dimanche. Et surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas, d'ailleurs, d'avoir ces sportifs qui durent aussi longtemps? Ça dépend des sports, je pense. Y a des sports où tu peux, entre guillemets, mal finir et t'auras pas de gros préjudices. Mais si je prends un sport de combat où tu fais les combats de pro à 40 ans, je pense que tu te fais très 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 mal. Mais en vrai, je pense que c'est pas... Regarde Greg MMA, au final, il dépasse 40 ans. Ouais, mais je pense pas qu'il est au même niveau d'adversité que ce qu'il avait. Oui. C'est ok, tu vois, Boris Dio, il a joué avec son club dans les Landes à je sais pas quel âge, c'est cool et tout. Mais après, au très très haut niveau, ça dépend. Mais concrètement, je pense que c'est surtout, on est sur la dernière phase des anomalies qui ont marqué l'histoire du sport. Et je pense que c'est ça, en fait, le gros curseur là-dessus. Tom Brady, LeBron, etc. Je pense que c'est une génération. Ouais. Fernando Alonso, même en F1, etc. Ouais. Je pense que c'est ce qui reste, en fait,
des sportifs qui ont marqué l'histoire et qui étaient à mi-chemin entre on jouait, on était très très fort et en même temps on performait, on pétait des stats de fou malade. Et aujourd'hui, on a un peu moins cette culture-là, comme il y a un petit peu moins de romantisme, comme tout est vraiment très mathématisé pour aller vers la performance. Je trouve que t'as moins le combo où tu peux avoir ces purs gagnants comme eux qui vont dominer, qui peuvent faire ça avec n'importe quelle équipe, qui peuvent faire ça à n'importe quel âge, qui vont investir sur leur corps. Et je pense qu'en fait, là, c'est les derniers des Mohicans, ces mecs-là de 40 ans qui représentent un peu la transition sportive globalement. Mais c'est cool parce que ça laisse des bonnes marques. Je pense que c'est l'importance de l'héritage, ce qu'ils appellent la legacy aux États-Unis. C'est aussi ce qui guide ces mecs-là. Et la plupart, tu le vois, c'est dans des sports américains finalement où ils dépassent ça. Il y a quand même une différence. Enfin, pour moi, dans les sportifs qui approchent la quarantaine ou qui l'ont dépassé, tu as quand même deux catégories. Tu as des mecs comme Tom Brady et LeBron James qui continuent de performer à un très haut niveau. Et après, je vais prendre l'exemple de Messi et Ronaldo, avec tout le respect que j'ai pour les deux joueurs, évidemment, pour leur carrière qui est incroyable. Ils jouent quand même dans des ligues où Messi, il court pas vraiment, il est au-dessus de tout le monde parce qu'il a un talent qui est incroyable et qui est au-dessus de la norme, même à l'âge qu'il a. C'est pareil pour Cristiano Ronaldo qui joue dans une ligue qui est pas hyper compétitive non plus. J'ai l'impression que ces joueurs-là, ils ont aussi... je pense même pas peut-être pas pour Cristiano Ronaldo, mais je pense même pas qu'il cherche encore à battre des records. Je pense que comme pour Federer qui s'est arrêté hyper tard, c'est vraiment l'amour du sport en fait pour partir. La difficulté, elle quittait Federer, il l'a dit plusieurs fois qu'il avait. Ronaldo amoureux du sport pour aller en Arabie Saoudite, mais attends. Non, mais t'as pas quand compris. même. Non, mais il a toujours des records à battre malgré tout. Federer, c'est plus des records. Je pense que Ronaldo, Ronaldo, c'est vraiment pour battre les derniers petits records qui restent à battre parce que c'est pour essayer de gratter ce qui lui manque sur Messi, concrètement. Ça, c'est ton interprétation. Moi, en tout cas, T'es gentil avec lui. Non, mais parce que Federer, en fait, il a tellement dit et répété qu'il avait du mal à se projeter après pour son après-carrière, qu'il aimait trop son sport. Je pense que Federer, c'est vraiment un mec amoureux du tennis et qui a voulu prolonger le plus possible, même si évidemment les dernières années, elles sont un peu frustrantes pour les gens qui adorent Federer. Ouais, je pense que c'est une drogue au fil des années. Plus tu gagnes, ou plus tu joues, ou plus tu aimes ce que tu fais, plus tu as envie de continuer, peu importe l'âge que tu as, peu importe les difficultés physiques que tu peux avoir, les retombées que ça peut avoir sur ta santé, sur ton corps. Tu as toujours envie d'aller plus loin, d'essayer d'avoir une saison encore pour continuer à gagner. Rien que gagner, je pense que c'est une drogue en fait. Ouais, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger justement sur les motivations qui les poussent, parce que quand on regarde au final, nous on est content parce que c'est des super joueurs qu'on voit jouer plus longtemps, donc nous plus on les voit jouer, plus on est content. Mais c'est vrai que c'est que des goats de leur sport au final. C'est pour ça que ça ne deviendra jamais la norme, c'est une anomalie, c'est des mecs qui sortent de nulle part, on en compte sur les doigts des deux mains, et puis après les autres ils s'arrêtent avant ou ils se pètent avant. Ça dépend des sports encore, il y en a où tu peux faire du très très vieux et être super performant. Je pense que la F1, tu vois, c'est moins éprouvant à 40 ans que... faut un focus quand même. Bien sûr, mais il y a des sports, on va dire, moins motivants athlétiquement qui peuvent être évoqués, mais... c'est vrai qu'en golf, c'est un petit peu moins impressionnant que tu aies une carrière hyper longue, tu peux jouer jusqu'à 60 ans. Je pense que si tu as un minimum de conditions physiques, ça passe. Mais en fait, je pense que ces sportifs-là qui durent aussi, ils sont dans cette logique. Peut-être qu'ils ont tellement cette routine qu'ils ne se voient pas faire autrement. Et puis à côté de ça, ils ont une prépa qui est hors norme. Ils ont des coachs... des coachs mentaux, sportifs. Mais c'est ce que j'allais dire. Au régime alimentaire qui est très spécifique. Pour que ça devienne la norme, mine de rien. Bon, là t'évoques ce sujet-là justement parce que LeBron, c'est le cas. Il a une hygiène de vie irréprochable. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Ça veut dire que les mecs, ils ont une cryothérapie chez eux. Ils ont des caissons, tu sais, là pour dormir, pour la régénération. Ils ont un diététicien, ils ont un nutritionniste, un cuisinier chez eux, etc. Mais donc, ça, c'est que ce qu'on sait, t'imagines. Ouais, c'est ça. C'est quoi, il y en a un qui s'était amusé à calculer qu'a priori LeBron chaque année il dépenserait parce que millions. C'est 1,5 million de dollars par année juste pour l'entretien de son corps en fait. Si tu veux. C'est comme si tu dépensais 10,50 €. Hein. Oui, pour lui, oui, c'est sûr. Mais non, mais c'est histoire de dire aussi que c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, tu vois, c'est forcément dédié à une élite et que du coup tout le monde ne peut pas s'offrir ça et donc la longévité qui vient après. Au-delà de l'argent, mentalement. Ouais. Mentalement, il faut le vouloir de rester au top pendant 20 années consécutives, au meilleur de ta forme, au meilleur de ton niveau sportif. Enfin, mentalement, il faut être absolument fou. Barré, je pense. Je pense qu'il faut être barré. En fait, il faut avoir pas envie de disparaître. Faut avoir que envie de gagner tout le temps, et je pense qu'il faut réunir des paramètres qui sont complètement maboules et en fait c'est ces mecs-là qui réunissent. Ouais, maboule.
C'est moi la boumeuse après, t'as dit ma boule. Oui, mais parfois, les trucs à l'ancienne peuvent revenir à la mode. Après, je pense que LeBron, il chasse aussi. Franchement, il le dit pas, mais je pense qu'il chasse Michael Jordan. Il est là en mode, c'est moi le GOAT et je vais durer le plus long. Le truc, c'est que LeBron, il pète les... Il fume Jordan, ok. Non, il pète les... Pas du tout. Attends, on aura le débat dans les records de Jordan, mais en beaucoup plus de matchs. Donc, tu vois, il y a toujours un truc... Mais je pense que LeBron, il est dans cette... Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans cette quête de faire plus, de comment je vais être mémorable. En fait, ça devient super important de marquer l'histoire et t'as eu tellement de gagnants qui l'ont fait sur des longues durées parce que le sport s'est développé qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile, que t'es obligé de chercher un petit peu les milestones comme ils disent aux États-Unis pour se dire ouais, ça des étapes. Tu l'as celle-là? Non. Des étapes. Genre en gros tu cherches des étapes particulières, des points, des checkpoints. Tu fais le ricain comme ça là. Parce qu'on est sur une thématique qui est particulièrement appropriée et que je rappelle que je viens du Wisconsin. C'est important. J'aurais dit du Texas comme ça, mais bon. Non, mais tu vois, il faut trouver des marqueurs. Et LeBron, en fait, le but du jeu pour lui, ça a été de cocher les cases, parce que personne cochait. Gagner des titres avec 3 équipes, jouer avec son fils. Enfin, c'est vraiment de faire tous les trucs les plus improbables. Et les plus, tu vas te dire, non, c'est pas possible. Dire, tiens-moi ma bière. Tiens-moi mon vin. Non, il boit pas de bière ni de vin. Il boit du vin et il a une marque de tequila, il me semble. Il a même une vigne. À lui, en Californie, il a un podcast avec son coach où il buvait du vin, c'est malade, il fume des cigares, c'est mal. Et il est quand même en forme. Il est quand même à 40 ans. Mieux Moi, je fais rien de ça, je suis pas en forme. C'est fini. Non, mais tu vois, on parlait de normes, mais mine de rien, il est quand même devenu le 32e joueur à disputer un match de NBA à 40 ans. Donc, il y a quand même eu déjà des précédents et tout. Alors, certes, pas tous au plus haut niveau comme il est lui, mais je veux dire, c'est pas surtout en NBA. Ouais. Il est encore dans les top performeurs du sport en fait, c'est ça qui fait flipper, comme quand Tom Brady il prend un titre alors qu'il a tout contre lui, enfin avec un projet quasiment foireux sur le papier. Dernier Super Bowl et MVP à 43 ans, c'est Tom incroyable. Brady. Non mais est-ce qu'on a une vie plus parfaite que Tom Brady? Ça n'existe pas. Ce mec-là a fini tous les jeux. Il a divorcé. Non, il a divorcé, voilà. Il a fini la vie. Il a divorcé. Il a divorcé, je suis désolé. Ouais, mais il a pris un Super Bowl avec une équipe qui a jamais rien gagné. Vraiment, c'est un truc de ouf quand même. Et ça, c'est fort. Ça, justement, d'arriver à performer, parce qu'on peut durer au niveau, mais il faut arriver à être performant quand après, on est dur comme ça. Pourquoi il le fait? Parce que on en revient à la non, parce que c'est la reconnaissance. Il y a des mecs qui lui ont dit, c'est un peu comme les Spurs en NBA. Ouais, vous gagnez parce qu'il y avait Popovich et tout. Lui, on lui a dit, t'as gagné parce que t'as eu tel coach dans telle organisation. Elle a dit, ok, hold my beer. Il a dit, je vais te montrer. Ouais, dans une autre équipe, il a dit, je vais te montrer qu'avec un pote, je ramène juste un pote, on va tout plier. Et ils ont tout plié. Et franchement, c'est un truc de fou. Et la NFL, je pense que c'est la ligue la plus difficile qui existe au monde. Après, c'est Quito Doul, parce que si c'était foiré, il se serait fait haïr mais c'est ça, et des commentaires négatifs. Prendre ce risque-là, parce que on parle de LeBron qui tourne aujourd'hui à plus de 23,5 points de moyenne par match. C'est quand même une moyenne supérieure à celle de 483 autres joueurs de NBA actuellement, donc sur 510, je crois à peu près. Donc c'est quand même pour dire que le mec, il a encore un niveau qui est quand même ultra élevé. Après, c'est LeBron aussi, donc il a son aura en NBA. C'est comme Jordan quand il est à Washington, c'est son équipe, tu vois. Au-delà de l'aura, il est doué, plus que. Non, mais je veux dire. Pas mal LeBron James. Non, mais attends, on vient de lâcher un scoop de Bon, tu l'as ta pastille. LeBron, il est pas mal. LeBron, bon genre de basket à suivre. Ouais, il y a du talent. Laissez-moi développer. Je veux dire que certes, il y a tout le travail que LeBron James met en place avec sa salle. En plus, si vous le suivez sur les réseaux, il a sa salle de fitness chez lui qui est incroyable. Je crois que c'est mieux que tous les fitness parks de France réunis et tous les autres, et les cercles de la forme et compagnie. Mais en fait, le mec, il a tellement une marge sur tous les autres joueurs que moi, ça m'étonne même pas qu'il soit à ce niveau-là. Bon, peut-être un petit peu à l'âge où il a, à l'âge qu'il a. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que LeBron, il a aussi cet amour des stats, cet amour du jeu, et en plus, c'était le chosen one, donc c'était l'élu. Il fallait. Il faut qu'il fasse tout mieux que tout le monde, LeBron. Je pense que c'est dans son truc, il est drogué, il est drogué au basket, en fait. Et puis là, il était bercé par le fait d'être rejoint par son fils et d'être le premier homme sur Terre à jouer avec son fils. Même si, bien sûr, c'était monté de toutes pièces. Ouais, mais c'était une motivation. Bien sûr, on peut pas comprendre, mais forcément, il y avait de la motivation. Ils ont vendu les maillots là, à plus de $100 000. Mais il y en a eu plein des storytelling for eux. C'est juste que celui-là, c'est le plus gros qui a été fait, que ça se passe à Los Angeles. En fait, tout ça pour dire que j'ai été le premier à le faire. En gros, c'est ce qui l'a motivé. Et en même temps, c'est ce qui montre la pérennité du gars. Là, il a encore battu un record cette semaine. Il a fait plus de matchs à 30 points que Michael Jordan en carrière, tu vois. Donc tout le monde va dire oui, ça a pris 7 saisons de plus, mais bon, LeBron n'est pas un scoreur. Mais excusez-moi, j'ai besoin de respirer parfois.
Non, mais c'est sa manière de marquer le sport. Après, la particularité avec lui, c'est que je pense que c'est un hyper athlète. C'est-à-dire que vraiment, dans l'histoire de tout sport confondu, je pense qu'un mec qui on n'a jamais vu ça, physiquement peut aller aussi vite, aussi haut, qui en plus a une intelligence foncière du jeu qui est ultra. Il a pas de défaut. On en appelle ça un QI basket. Ouais. Après, si tu vois, si je veux aller titiller un petit peu, et c'est l'autre revers aussi de la médaille, parce qu'évidemment, quand on dure comme ça, le risque, c'est de faire toujours cette fameuse saison de trop, de s'arrêter trop tard, celle de Kobe, par exemple. Oh là. Ça c'était la saison. Non, mais on parlait de LeBron. Je donnais sa moyenne de points. C'est sa pire moyenne de points depuis sa saison de rookie, tu vois, par exemple. Donc, mine de rien. Enfin, il est pas à 8. La saison n'est pas finie. Il est pas à 8 points. Les amis, ce sont des faits, tu vois. Donc, à un moment donné, il est aussi, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sur le déclin de sa carrière. Il a 40 ans. Oui, non, mais d'accord, mais donc jusqu'à où tu commence le déclin à 40 ans. Non, mais c'est ça. Les mecs ont déjà commencé à 30. On commence à 28. Tu vois, jusqu'à où tu choisis de décliner avant de t'arrêter, en fait. C'est plus ça la question. Il est en train de laisser les rênes à Anthony Davis. C'est ce qu'il avait annoncé et c'est ce qui est en train de se passer. Après, effectivement, il ne faut pas trop en faire parce que l'extrême exemple, c'était Kobe qui était plus du tout en capacité au retour de tendon d'Achille de jouer comme il devait jouer et qui forçait tout. Et c'était catastrophique, malheureusement, c'est sa dernière saison. Donc, il y avait encore storytelling qui faisait que le mec pouvait prendre 60 tirs dans un match, perdre, et c'était normal. Et c'était super, genre. Mais en fait, on peut sortir aussi du basket. Prenons l'exemple du tennis avec Nadal et Federer. Nadal n'est pas encore quarantenaire, mais il est pas loin. Mais en fait, le problème avec ces mecs-là, c'est qu'ils aiment tellement leur sport, ils ont tellement envie de je pense que Nadal et Federer ont fait des saisons de trop. Mais en fait, ils sont blessés, donc au final, ils n'ont pas envie de partir sur une blessure, donc ils partent un peu sur un tournoi qui sert un peu à rien. Ouais, mais Nadal, tu peux te dire qu'il s'arrête en 2022, il sait déjà qu'il est blessé et qu'il est... Et il a passé sa carrière blessé en même temps. Nadal, il fait plus forceur que Federer. Federer, je sentais qu'il déclinait, mais c'était mignon. Mais Federer, il arrête à 41 ans, alors que ça fait 1 an et demi qu'il joue plus, tu vois, quasi. Ouais, mais parce que alors pendant cette année et demie, il fait tout pour essayer de revenir et disputer un dernier tournoi et partir pour le coup où tu sens que ces mecs-là, ils sont là encore à 40 ans parce qu'ils se disent je peux pas partir en disant voilà juste un post Insta. Mais tu vois, pour prendre l'exemple de Federer, à ce moment-là, en plus, il y a quand même il souffre de cette concurrence avec Djokovic qui gagne de plus en plus, qui le dépasse, etc. Même avec Nadal qui continue de gagner, puis les petits jeunes qui débarquent. C'est ça qui est dur aussi, c'est quand tu as les autres qui arrivent derrière et qui pousse petit à petit vers la sortie, d'où l'intérêt peut-être de partir à ton prime en fait. Mais le problème c'est comme LeBron James, t'as l'impression que Nadal et Federer, s'ils n'avaient pas les pépins physiques, ils étaient quand même au-dessus de tous les jeunes qui arrivaient en fait. Après avec des si on refait le monde évidemment, mais franchement Nadal et Federer sur les derniers temps où ils ont joué, s'ils n'ont pas de blessure, ça se trouve là, Nadal il joue encore l'année prochaine. Moi je trouve ça le fait moins. Federer, il a un jeu qui est moins athlétique que Nadal, ça me paraît être plus un mec qui aurait pu perdurer et tout, même avec des pépins physiques. Que Nadal, où il y a beaucoup. Ou Nadal, où il mise beaucoup sur le physique. Après, il y a une question de style de jeu, style de sport, etc. Je pense que LeBron, c'est un mec qui a même pas besoin de courir vite en fait pour être très fort dans ce qu'il fait. Ouais, mais il court vite. Il court vite quand même, oui. Mais tu lui enlèves sa vitesse et tu lui mets son physique. Il y a des styles de jeu qui perdurent avec le temps, il y en a d'autres qui perdurent pas du tout. Les mecs qui misent sur l'explosivité et tout, c'est ceux qui meurent le plus vite en général. Ouais, mais regarde, imagine. Arrête de penser à Mbappé, c'est pas bien. c'est pas bien. Tu vois, moi, je me pose toujours la question de cette fameuse saison de trop où on parle, tu vois, t'as les deux comebacks de Michael Jordan, le premier qui est réussi, puis le dernier, t'as envie de dire. Pourquoi, en fait, au final, tu reviens une dernière fois aux Wizards pour que j'ai la chance de le voir jouer, s'il te plaît, merci. Non, mais d'accord. Je pense que tout le monde était content de le voir. Oui, mais d'accord, mais donc tu pars sans titre. Brad disparaît quand il revient pour sa dernière année. Au final, il gagne pas alors qu'il aurait pu partir sur son Super Bowl et son titre de MVP. T'as la question un peu de pourquoi, en fait, tu reviens à ce moment-là, tu vois. Alors que tu peux partir au top du top. T'as fait que gagner. T'as connu que ça dans ta vie. Comment tu peux dire, bah non, l'année prochaine, tu vas être nul, frérot. Non, mais sans être nul, tu vois. Mais est-ce que t'as envie, justement, quand t'as autant gagné, est-ce que t'as envie de faire une saison où tu gagnes pas et de partir là-dessus? Mais je pense qu'ils se disent pas qu'ils vont faire une mauvaise saison. Ils se disent que j'ai encore les jambes, je l'ai encore dans la tête. Oui, mais tu vois, ça dépend pas que d'eux. Tu peux voir aussi la team que t'as autour de toi. Est-ce que t'as les capacités de gagner? Mais je pense que mais regarde, tu vois, McGregor en MMA. Genre lui, c'est fini. Non mais voilà. Fini, oui, mais tu vois, lui c'est que des. Il va revenir en fait. Il a fait que des trous. Bah oui. Mais ils sont en train de le faire revenir encore. Mais après lui c'est l'argent. Voilà. Oui, non, mais il en a déjà de l'argent, il en a pas besoin. Oui, bah, mais tu sais, c'est vraiment le côté je ne veux pas disparaître. Je pense que on est sur les champions. Ouais. C'est marrant, je regardais un doc en plus sur la mentalité des champions, truc neuro. Je vais pas utiliser trop de termes, ça va être bizarre.
neurologique, et disent ils ont une manière de penser, un rapport à l'échec ou à la possibilité de l'échec qui est tellement différent. T'as de l'orgueil aussi derrière tout ça. T'as un ego qui doit être surdimensionné et tu dois jamais avoir envie de disparaître. Je pense que tu vois, quand t'es Tony Parker par exemple, quand tu vois Wembanyama, tu dois te dire waouh, c'est génial, et en même temps tu dois te dire mais attends, en fait, s'il continue comme ça, mais on va m'oublier. Moi, mon tampon dans le basket français, il va disparaître en fait. Comme Abdul Jabbar a disparu après LeBron en fait, qui a été le meilleur scoreur. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Je pense que c'est un état d'esprit de taré un peu. Ils ont jamais rien connu d'autre, ces mecs-là. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans le sport. Peut-être qu'ils ont du mal à appréhender l'après. Peut-être qu'ils se disent putain, qu'est-ce que je vais faire après. Qu'ils n'y ont pas déjà réfléchi. Mais je sais pas, franchement, tu te dis peut-être que ils ont quand même une routine qui est tellement bien huilée et la même sur des années. Tu te dis ok, je suis LeBron James, maintenant je vais faire quoi? Je vais boire mon petit verre de tequila et fumer mon petit cigare. Je doute pas qu'ils aient de quoi s'occuper quand même. C'est clair, mais je pense qu'il y a quand même l'amour du sport avant tout. Ça laisse un vide après. Moi, aujourd'hui, les sportifs de maintenant, je pense qu'ils sont moins orientés legacy, marquer l'histoire. Que ces mecs-là, en fait, que ceux qu'on voit là, ils sont moins dans cette aspérité-là. Mais est-ce que tu te disais ça quand eux, ils ont débarqué, tu vois, dans le sport? Peut-être pas, peut-être que... Mais je pense qu'ils sont au croisement vraiment de tout ça, de marquer l'histoire et en même temps être un produit commercial et être ultra fortuné. En fait, c'était cette fenêtre-là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et là, maintenant, on a que des acteurs et des mythos quasiment. Enfin, LeBron, c'est un mytho aussi et c'est un acteur de fou. C'est un grand mytho, d'ailleurs, tout le monde sa déclaration, elle dit, ouais, si je le voulais vraiment, c'est vraiment, mais si je le voulais vraiment, je serais président de fou, tu vois. C'est pour son deuxième fils, il vient dans NBA. Ouais, mais je pense. Ouais, comme ça, je serais le premier joueur à avoir avec mes deux fils. Je jure, avoir fait drafter mes deux fils. Et leur met de ces pressions, les pauvres. Non, mais même pas en plus. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont voulu suivre aussi. T'imagines, ton daron, c'est LeBron. Et t'imagines, justement, moi, j'y faire pareil, tu feras jamais. Non, mais ils sont bons. Je veux dire, le fils de Jordan, il était explosé au sol. Il y a personne qui l'a pris, tu vois. Eux, ils sont restés un peu bons. Ouais. On les entendra plus grands. À mon avis, si ça s'appelle pas James, le mec. Ah bah c'est sûr, évidemment. Non, mais attends, il y a eu des frères, il y a eu des mecs. C'est pas Brony. Tu sais qu'il y a eu. Bah attends, mais le frère de plein de joueurs, ils ont été dans des effectifs gratuits comme ça. Genre Antetokounmpo, tout ça. Genre Antetokounmpo. Ah oui, mais lui, c'est le kitchen. J.R. Smith, il y a eu son frère. Derrick Rose, son frère, ils ont enlevé son maillot. Derrick Rose, son frère, il touchait un salaire, il était même pas joueur de basket. Franchement, Bronny James, il est sur le terrain, il fait des trucs, tu vois. Non, t'as des petits passe droits. Et vous n'en aurez pas pour le quiz qui arrive dans quelques instants. Aïe. C'est un nouveau petit format dans RMC Sport Club. D'ailleurs, je vous invite dans le chat à venir participer avec nous, à faire un petit quiz sur les sportifs de plus de 40 ans. J'ai pas encore trop établi les règles. Est-ce que je compte les points? Il est temps quand même. J'aime bien ces projets. Est-ce que je compte les points? Est-ce que j'enlève des points si vous dites une mauvaise réponse? Est-ce que je sais pas? On va en perdre beaucoup des points alors. On expérimente un peu. On est dans un labo là. Ouais, je vais laisser libre cours. Elle a pas bien préparé le truc. Wow. Nous, on a dit t'expérimentes, elle veut te mettre vraiment. Rigolez, moi j'ai les réponses, après vous pouvez rigoler. Tu vas rigoler sur la nullité des participants. Question numéro 1. En fait, tu vas nous ficher, on n'a plus aucune crédibilité. Exactement. C'est notre dernière émission de cette émission. Jusqu'à quel âge a joué le golfeur Jack Nicklaus? 54 ans? Non. 62? Non. 70? Non. 64? Faut faire le juste prix là, fait plus ou moins parce qu'on va jamais y arriver. Il est là, regarde comme il est beau. Ça c'est alors Jack Nicklaus, je reconnais. 72. Il a 68 ans. Non. 67. 73. C'est dramatique ce qui se passe. 77 ans. C'est moins. C'est moins 55. C'est plus. 62. 61. C'est plus. C'est 63. 64. C'est plus. 65. Oui. Bravo, 65 ans. On peut arrêter maintenant. Non, mais bravo à lui surtout, 65 ans. Ouais, c'est surtout que, parce qu'on parlait au plus haut niveau, il a remporté le Masters d'Augusta, qui est peut-être le plus gros Masters en golf, à l'âge de 46 ans, ce qui fait lui le plus vieux vainqueur de l'histoire. Après, désolé, moi ça m'impressionne moins. Je savais qu'il allait avoir quelques. Ça m'impressionne moins que LeBron James qui donne. Deuxième question sur la boxe. Promis, j'ai pas lu ton. Alors, qui est le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe à 46 ans? George Foreman. Oui. Wow. Yes. Oh waouh. Alors là. Depuis, il fait des barbecues quand même. Et alors, attends, je peux ajouter un petit complément d'information. C'était 20 ans après son premier titre. Tu te la racontes un peu. Ouais, par contre, trop prouveuse, elle. C'est trop, c'est suspect. C'est trop, c'est suspect. Ça sent les petits post-it qui ont été glissés avant l'émission, là. Au moins, j'aurais pas été totalement ridicule. Et ça, c'est pas. Ça suit pas beaucoup dans le chat. Là, j'ai l'impression que j'ai largué un peu tout le monde avec le quiz. Troisième question.
Quelle est la discipline olympique où a été sacré le plus vieux champion olympique de l'histoire, qui s'intitule Oscar Swan? Il s'intitule, c'est un livre. C'était en 1912 à Stockholm et ce monsieur avait 64 ans. Donc c'est pas la neige. C'est Tir à la l'arc. carabine. Mais il y a un putain d'indice Baltrap. sur la photo. Le tir. C'est le bal. Le tir. Oui, c'est Le le tir. Mais J'avais pas du Et tout moi vu le j'étais tir. sur la barbe. C'est l'indice Et là-bas. alors, c'est quoi l'indice? mais attends, c'est le bal trap. Ah non, c'est sans doute pas le baltrap. C'est Mais boum. Tir à la boule. Ça, c'est pas un gun. Le ça tir, ou c'est pas un gun. Je sais pas. Il faisait quoi ce c'est bon- du tir quoi. Ben non. Bah t'as du tir au pistolet, Sacha. Le Hein. pistolet, ça, c'est pas un pistolet. On le Bah voit. regarde, il tire Carabine. le. Ah, j'en sais rien. C'est un fusil. Attends, excuse-nous si maintenant t'es Ah devenu. non, mais- Non, mais il faut être précis. Tir, Ouais, Excusez-moi, Faut j'ai être fait précise, 2 ans de Flora, balistique à la pardon. Sorbonne. Allez, on enchaîne. 4e question. Attention. Sacha, c'est pour toi, sinon honte à toi si tu réponds pas à cette Ah, question. Waouh. Oula. Oh, wow. Oh la pression. Combien 2, de. Tout à fait. C'était Super pas Bowl. 6, Oh non a remporté 7. Tom Cinq. Brady. 5, 7. Ouais. 7. Honte à toi. Non, je l'aime pas. Si. Je préfère Aaron Rodgers de l'eau très loin. Je l'aime pas, il a dit. C'est le père Fouras, on nous dit dans le. C'est très bon, effectivement, le père Fouras. Il y avait Mais un peu Tom de ça. Brady a la vie la plus parfaite du monde, je réitère. Arrête Non, avec il est ça, il est divorcé. divorcé en fait. Oui, mais parfois on se relève plus grande ces épreuves. Bah on lui souhaite. On lui On souhaite. lui souhaite évidemment. Alors, on enchaîne. 5e question. Quel âge a le plus vieux footballeur encore en activité actuellement? 50 et quelques 58, japonais. là. 57. Et Miura. Arrête. Hirano. Oui. Miura. Oui, voilà, c'est lui. Il s'appelle Kazuyoshi Miura. Il a 57 ans et il joue actuellement en D4 japonaise à l'Atlético Suzuka. Est-ce qu'il Donc aurait il pas peut jouer en inspiré, Arabie Saoudite. Il aurait pas inspiré Olivier Tom? Exactement. Ouais, Classe. une belle bouille à. Ouais, Ouais. ça s'appelait Olive. inspiré. Vous n'êtes pas si nuls. Regarde. 6e question. Il y en a combien? Ça te fait chier, c'est encore parce que là, franchement, c'est Mais non, c'est pour savoir combien il y en a. J'aime bien parce que le chat est parfois très premier degré. Est-ce que son divorce ne perfectionne pas encore plus Tu sa vois vie? Eh voilà. Et voilà. Sa vie est parfaite Ça se en trouve, il fait. s'est fait abuser, le pauvre. Mais putain. on lui souhaite, il a l'air très Pauvre heureux dans Tom. sa vie. Très bien. Je vais flexer ce Grâce à week-end toi, ouais. grâce à toi au repas de famille. Exactement, et on peut se la raconter avec les questions après. 6e fort. question, qui est actuellement le plus vieux pilote de Formule 1 du paddock? Alonso. Alonso, Quel âge a-t-il? 43. Oui. Ouais, bien joué. C'est mon oncle. Bravo. C'est ton nom? Oh, la bien. chance. Mais j'ai Qui un est- pif énorme. Vraiment terrible. Qui est la joueuse la plus âgée à avoir Oula. été numéro 1 mondial de tennis Williams. Navratilova. Waouh. Wow. À la WTA. Je vais instaurer la règle de je pose la question jusqu'à la fin. Ok. Ah, c'est bon, on a pas. Navratilova. C'est quoi votre réponse? Moi, c'est Navratilova, c'est super. pour C'est moi. une mauvaise réponse. Ah merde. Williams. Ah Bah oui, du coup. On a eu la réponse en Ouais, ligne. 36 ans. C'était Wham. Elle avait 35 ans et 224 jours Et là, précisément. elle a gagné, elle était contente. Ouais. Tu Elle est crois? contente, Elle là, était t'es peut-être sûre? énervée, non? Non, là, je crois qu'elle est vénère Là, parce elle a qu'elle a l'air raté vénère, le Ah ouais. revers, là. Hein Ouais, je sais pas. Non? Ouais, Ok. elle est contente. Ensuite, 8e question. Et du coup, il y a des points, il n'y a pas de points? Bon, non, du Ah, là, coup, je comprends compte pas pas, con. mais... Ah, mais c'est un ouais. quiz vraiment. Au pif. Ouais, à blanc, à blanc. J'ai dit je teste. On verra la Ok, semaine on teste, prochaine on pour les verra la vrais semaine quiz, d'accord. prochaine. Je valide ton test. Mais tu ne seras pas là Je pour suis le ton. voir, Sacha. Non, Waouh. avec grand plaisir. C'est avec Qui- grand plaisir. Alors, allez, 8e question. Qui est le plus vieux MVP des finales de l'histoire en NBA? LeBron. Non. Pas du tout. MVP des finales. Abdul-Jabbar. Voilà. Oui, Oh, t'es chaud. Karim Abdul-Jabbar. Il avait 35 37. ans. 36. Non, 39. Non. 33. 38. Non, 34. 38 ans On les et a tous, ouais. 54 jours précisément. Quelle belle époque. Bravo. On en parlait il y a quelques instants de Martina Navratilova. Ah. Quel âge avait-elle lorsqu'elle a remporté son dernier titre du Grand Chelem? 40. Ceci est une question piège. 28. Parce qu'elle devait être jeune, du coup. C'est super Non. bien. Non, Ah, elle, 39 ans. elle avait un âge avancé. 39 ans. T'as dit quoi? 39. Non, c'est plus que ça. 41. 44. C'est plus que ça. 47. C'est plus que ça. Quoi? Attends, mais elle a fait 51. l'édition senior. Ah, c'était en double. C'était en Ah. double mixte, effectivement. Et est-ce que tu as additionné les deux? Son âge à elle, Elle elle avait était 56. J'ai rien compris. 96 ans. Non, mais ça va. Non, mais avec sa pote. 56. Non, elle était en double mixte à 47. l'US Open avec Bob Bryan. 53. Ah, C'est moins. 47. C'est 51. plus. C'est moins. 48. C'est plus. 49. Oui. 50. 49 ans. Je pense que je suis vraiment en train de dominer les Attention, débats. dernière question. Celui qui répond Oh, à cette juste prix, question t'es pas prêt. remporte le quiz. George Foreman. La dernière question remporte le quiz normal. J'ai dit, je fais les règles que je veux. en Gershon fait. Yabusele. Qui est le plus vieux joueur Oh. à avoir marqué Ah.
lors d'un tournoi de football des Jeux Olympiques. Gignac. Non. Alors là, Neymar. foot au jeu, quoi. C'est un joueur ultra connu en fait. Recoba. C'était au JO de Londres en 2012. Ouais, c'était récent Beckham. en plus. Non, il était Gerrard. pas. Non. Je sais même pas qui. Mais attends, mais Ouais, qui c'est regarde ça déjà qui- c'est ce ça qui est tournoi terrible. de... Allez-y Le dans le foot chat, au vous avez jeu, une quoi. chance de répondre. Le Parce que je vous rappelle Parcotti. que celui qui répond à cette question remporte le quiz. Jérémy Ménez. Non. Est-ce qu'il était français déjà? Non. Ah. Non, mais genre, il était connu fort. Il a fait des Champions League et tout. À Londres. Non, mais c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire en fait. Un des plus grands joueurs de Quoi l'histoire. Maradona. En Non, 2012. Messi. Non, Messi, il a pas fait. Cristiano. Non. Ibra, non, ce n'est pas Mais Ibrahimovic. attends, des plus grands joueurs de l'histoire. Iniesta. Xavi. C'est pas Messi. Mais non, il a pas fait Busquets. les jeux, Messi. Oh Nedved. les amis, bon, il était britannique. Enfin, Ah. il est toujours d'ailleurs. Rooney. Non, je rigole. Non, c'est pas Rooney. Lampard. Thiago Silva, non. Gerrard. Ronaldo, non. Cole. Non. Britannique, Wow. britannique. Calamity Lampard, James. non. Je vous ferai remarquer que j'ai dit britannique et non pas anglais. Gareth Bale. Ah. Non. Ah, Mais mais tu putain, t'en ça rapproches. doit être un Damien Irlandais. Duff. Robbie Keane. Non. Roy Keane. Non. Ah, Danny. Oui, dans le chat Ryan Giggs, Non. évidemment, bravo à vous PDRG 948, je vois pas du tout. Il y a eu un Elle a du mal. Qu'est-ce que Il je y a eu un raconte? blocage. Je me suis dit, il faut Oh pas que je là. m'arrête en chemin. Accélère. C'était Ryan Giggs, les amis, quand même. Ah ouais. Il Et avait Ryan 38 Giggs, ans en plus, j'ai l'impression qu'il a joué avec 243 les jours. cheveux poivre et sel toute sa carrière. Ouais. Il a eu Ouais, oui, pas faux. Et surtout avec des poils dehors du Oui. maillot aussi. connu effectivement pour Pour, une petite moquette. exact. Ouais, Ça jusque-là. m'a beaucoup inspiré. T'aimes bien Bah, les ça moquettes? se voit. Ouais. Mais t'as Ouais. ton pull là donc. Un peu de. Hop, tu me dis. Et... Ah, de moquette. Un peu Tu de veux qu'on demande à Sou s'il a de la moquette là? Non. Ouais. Allez, Non. on va appeler Sou alors. T'as vraiment des envies. T'as des demandes cheloues à Sou, quand Je sais même. pas, moi je cherche des transitions, tu vois, on fait ce qu'on peut. Libre à toi. On pourra saluer l'improvisation de Flora aujourd'hui, s'il vous plaît. J'aime beaucoup. Alors Sou, le deuxième pari du soir, c'est quoi? Je vais partir sur du foot en Angleterre. Ah bah La tiens, tu vois, les Carabao Cup. transitions. Ouais, Ok. nickel. Carabao Cup, mardi. de la Ligue, ça, c'est ça C'est ça, ouais. 21h, mardi, la première demi-finale aller. Donc, il va opposer Arsenal et Newcastle. Et je suis parti sur un beau buy match. Je vais partir sur Arsenal qui perd pas. Donc, ils sont invaincus depuis avril 2024 à la maison. Donc, et en plus, là, ils sont deuxième de la Première Ligue. C'est une équipe qui est assez fiable Ouais, à la qui maison. fonctionne bien, ouais. Les deux équipes qui marquent, parce que Newcastle aussi, c'est la deuxième, troisième équipe en forme cette année. Enfin, là, sur les 2-3 derniers mois, ils sont sur 6 victoires consécutives. Et sur les 7 derniers matchs à l'extérieur, ils ont marqué. Donc, c'est pas improbable. Et pour pimenter la cote, je suis parti sur Gabriel Jesus ou Alexander Isaac. Pour Buteur? ouais, Ok. un des deux. Donc, Ça ça, te on fait- arrive à 2,80. C'est pas mal, Ah ouais. effectivement. En plus, c'est plutôt plausible, a priori. Ouais, je pense Ok, que- on note, on vous le En tant rappelle. que point grande fan d'exclamation. d'Arsenal, Flora valide. Je rappelle que Ryan Giggs est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Voilà, je terminerai Voilà pourquoi on n'a là-dessus. pas trouvé. C'est en pour fait. Je vous ai induit en erreur. Il a longtemps été le joueur le plus titré de l'histoire. Merci Sou. À tout à l'heure, fin Merci, d'émission. Sou. Évidemment pour le dernier pari du soir. Allez. Pourquoi c'est Carabao Cup c'est C'est le sponsor. c'est le sponsor. Ah Faut tout lui apprendre. On rappelle que la Ligue 1 a un petit nom Oui. sympa aussi. oui, mais on l'appelle pas Ligue 1 McDonald's. Oui, bah écoute, peut-être qu'il touche des royalties quand il dit Mais je pose Carabao. des questions. Sou, je ne sais pas. moi. Peut-être des gens qui te l'ont posé. Hein. Mais il y a des gens qui payent pour mettre leur nom Oui, là. bah Carabao, je sais même pas ce que c'est. Moi, je pensais que bière, c'était une non ville au Brésil, Alors là. carrément. C'est souvent de la bière en Angleterre. Ok. Faut pas trop Bah, chercher. écoutez, merci de On se m'instruire. renseignera. Alors, ça a peut-être amené aussi beaucoup de débats, ce dernier thème de l'émission. Vous le savez, on termine toujours avec un top 5. Et aujourd'hui, on a choisi le top 5 des GOAT. Donc, pour ceux qui ne sont pas bilingues, Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. C'est la petite chèvre. La petite chèvre qu'on La va petite reparler. chèvre. Et pourquoi alors la petite chèvre? Parce que parce que GOAT c'est veut dire Goat, chèvre. chèvre, waouh, Merci. c'est super. Oui, mais tout le monde n'est pas bilingue en fait. Un petit cours d'anglais pour Voilà, en introduire même ce top 5. En même temps, par qui on commence? Qui veut commencer? Il y en a un de vous deux, un de vous trois, pardon, qui veut commencer ou je... Honneur aux jeunes. Allez Kiki, on est parti avec ton top 5 du soir. D'ailleurs, dans le chat, Je sens n'hésitez que ça va pas faire débat, ouais. à N'hésitez pas- réagir. N'hésitez pas à Et à réagir, nous je pense dire que ça va quel faire est, débat. Quel est votre
Votre top 5 à vous. Allez, on t'écoute. Tu commences par qui tu veux. D'ailleurs, par le bas ou par le haut, comme tu préfères. Je vais commencer par le bas avec notre Français Teddy Riner, qui est pour moi l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand athlète français qu'on ait jamais connu, de par sa nomination, de par son palmarès, de par ce qu'il inspire, de par son sport qui n'était pas forcément le sport le plus médiatisé à l'époque. Et il a réussi à quand même performer et à faire en sorte d'être un des sportifs les plus reconnus de la planète en judo, avec 10 titres mondiaux, 3 titres olympiques. Et puis je pense que on parlait de legacy tout à l'heure, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques 2024 avec la petite roulette et puis la chance qu'on a eu que ça tombe sur lui et le scénario exceptionnel qu'on a eu au judo, ça a un petit peu aidé à cette legacy là et à faire qu'il rentre pour moi dans mon top, en tout cas, parce que c'est hyper subjectif ce top là. Alors c'est ça qu'on va rappeler aussi, des GOAT. C'est voulu que ce soit ultra suggestif. Subjectif. C'est pas grave, il est tard. Subjectif. Ça peut porter à débat parce qu'évidemment c'est aussi les émotions que chacun nous a procurées, sinon je pense qu'on aurait à peu près tous mis les mêmes dans nos top 5, mais le débat du GOAT est toujours un débat générationnel de base. Mais voilà, il soulève effectivement un débat important aussi dans le chat. Il y a, là, même si on compare à David Douillet, voilà, par exemple pour Teddy Riner, c'est aussi une question de génération aussi, forcément. Bien sûr, moi j'ai pas connu, j'ai moins connu David Douillet. Mais c'est quoi, moi je me suis posé la question parce que sans spoiler rien du tout, je crois que tu es le seul à avoir mis un Français dans les top 5. Moi je me suis aussi posé la question du retentissement international, tu vois, de ces stars. Et du judo hors France aussi. Voilà, mais c'est ça. Est-ce que Teddy Riner est quelqu'un qui a un rayonnement en dehors de nous, aux États-Unis? C'est une vraie question, sans troll. Est-ce qu'aux États-Unis on connaît Teddy Riner? Non, mais tu vas au Japon, je pense que c'est. Enfin, tu vois, c'est aussi un sport qui rayonne pas dans les mêmes pays que d'autres sports. Donc, je pense que tu vas au Japon, Teddy Riner est une superstar. Ouais. Non, mais voilà, ça ouvre les débats, effectivement. Après, si je suis le seul à avoir mis un Français, est-ce qu'il y a d'autres Français qui pourraient rentrer dans un top Martin comme ça? Fourcade, Zidane, Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, ouais, carrément. Je suis assez d'accord. Non, mais après, c'est dans des sports mineurs. Ouais, de niche. Pas moins gros que les autres. Moins médiatisé, oui, c'est forcément, et ça joue. On est français, ne l'oublions pas. On a besoin de faire l'exception, d'aller dans des sports que personne calcule. C'est comme ça qu'on arrive à gagner, d'ailleurs. Bah oui. En 4, j'ai mis le quatrième qui va aussi amener du débat. Évidemment forcément. que ça va faire du débat parce que dans le Big 3, j'ai décidé de prendre Rafael Nadal en tennisman parce que c'est celui qui me touche le plus et qui a un style de jeu et mental qui me touchait le plus. Et puis ça ravive des souvenirs de quand j'étais à l'école où on regardait Roland Garros dans notre trousse ou avec les copains à la récré, etc. C'était toujours dans notre trousse. Évidemment, tu mettais le téléphone dans la trousse pour regarder. Ah, mais j'avais pas le téléphone à l'école, moi, Kylian, en fait. Oui, mais ça, c'est parce que t'as un âge beaucoup plus avancé que le mien, Flora. Oui. J'avais des anti-sèches au pire dans ma trousse, mais j'avais pas de téléphone. Tu pouvais pas trop regarder. Elle avait le bout de journal avec écrit juste le match et l'heure. Genre, ah ouais. Et puis elle venait à la récré, elle imprimait le score parce que c'était fini. Et elle regardait le score demandait la radio sur le à un mec dans la rue. Elle notait 6-4, ok. Donc forcément, quand on s'intéresse au tennis et qu'on est jeune et qu'on tombe sur Roland Garros, celui qui prime dans le Big 3, c'est toujours, pour moi, Rafael Nadal, qui avait en plus un style de jeu. Après, c'est plus personnel, personnellement, encore une fois. Non, mais je sais que le tennis, parce que, moi, je sais que ce qui me retient de mettre Nadal, par exemple, après c'est un choix purement personnel, c'est que j'ai du mal. J'aime pas son jeu. Non, je nie pas son palmarès. Je dis juste que gagner 14 fois un même Grand Chelem, forcément, ça gonfle ton palmarès. Tu vois ce que je veux dire? Et que je préfère les mecs qui sont un peu plus polyvalents, entre guillemets, qui soient capables de gagner sur. Alors, il a gagné. Après, tu peux le voir dans un autre sens. Il est tellement fort, le mec, il est imprenable pendant 14 Grands Chelems. Mais ça me. Tu vois, il y en a qui mettent Schumacher, par exemple, dans le chat. Ça me saoule, moi, les gens qui gagnent trop dans un. Ah bon? Ah ouais. Bon, on verra ton top. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est ça. Parce qu'en fait, si on continue, moi je vais continuer, on va arriver à Michael Phelps. Oui, non, vas-y. Ouais, mais très relou, Michael Phelps. Bah oui, bien sûr. De gagner, c'est quand même mieux quand tu perds un peu. Mais c'est pas ce que je dis. Vas-y, continue. 14 fois à la suite, c'est chiant. Ouais, je te jure, fais un peu de suspense, blesse-toi au moins. Genre. Numéro 3, Usain Bolt, qui est pour moi l'un des plus grands athlètes de tous les temps, toute génération confondue, de par sa nomination sur 100 mètres, 200 mètres, ses records qui durent encore, ce qu'il a pu nous faire vivre en 2008-2009, les 8 titres olympiques, sa forme. Et puis au-delà de l'aspect sportif, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rayonnant. Toujours le smile. Complètement révolutionné le sport olympique. Je veux dire, il est arrivé, le mec,
il court et puis il regarde les caméras, ou il facilité. ralentit, il sourit. Il a même pas besoin de se concentrer, le mec. C'était facile. Il sait qu'il est facile. Même c'est tout le show qu'il faisait avant la course. En fait, nous on a découvert ça avec Usain Bolt parce que tous les autres étaient ultra carrés, concentrés dans leur course. Lui, c'était d'une facilité. Non. Toujours le sourire, et c'est ça qui détonnait un petit peu à l'époque sur l'athlétisme, qui pouvait paraître très froid. Ah bah quand tu voyais les Maurice Green et compagnie, c'est ça, très fermé. Non, c'est pas. Tu te rends compte, son équipementier, comme ils ont dû être méga heureux de l'avoir signé. C'est le seul mec qui a fait briller la marque quand même. C'est un délire. Et Rihanna. Ouais. Non mais je veux dire, c'est pour dire. Tellement ils avaient pas misé sur les bons, genre heureusement que lui il était là, il a carré le délire un peu. Ouais, carrément. Donc pour moi, numéro 3, Michael Phelps numéro 2, parce que j'hésitais entre 2 et 3, mais je l'ai mis numéro 2 de par le palmarès qui est quand même exceptionnel. Et pareil, tu parlais de révolutionner les Jeux Olympiques, je pense que Michael Phelps, il est... va falloir les chercher. L'un de ces révolutionnaires des JO, 23 médailles d'or olympiques, 8 médailles d'or sur une seule édition, 39 records détenus durant toute sa carrière. Il est sympa en plus. Ouais, et puis il a eu tout sympa. Et puis moi, il a eu aussi tout l'aspect. Il a l'air sympa. Prise de conscience sur la mentalité, le mental aussi des sportifs, où il a eu aucun problème à parler de sa dépression. Et il a aussi. Il a arrêté en 2012, il revient en 2016. On se dit bon, comment il va revenir? Il en regagne 5. Et puis moi, j'ai énormément de respect pour les nageurs parce que je m'imagine. Leur compter les carreaux pendant toute ta carrière, aller-retour. Tu sens le chlore toute la journée. En plus, tu dois te laver les cheveux tous les jours. Alors moi, je l'ai pas mis, mais franchement, Michael Phelps, pour moi, c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps. C'est quand même. Moi, la natation, ça me parle pas. Pas du tout, mais quand Michael Phelps, franchement, quand j'ai découvert le mec pendant tous les jeux, je regardais la natation parce que Michael Phelps, et pareil, il a l'air tellement sympa, il a l'air tellement de pas se la raconter. Franchement, moi, j'adore. Après, il y a Léon Marchand qui arrive. En plus, il a le même coach, tout ça. Mais Michael Phelps, franchement, je suis trop contente d'avoir vu ce mec-là nager. C'est incroyable. Carrément. Et je termine au numéro 1 avec LeBron. Bon, là, c'est LeBron. Ouais. Fais gaffe à la police de LeBron là, qui est pas loin. Là. LeBron, on l'a dit tout à l'heure, je pense que physiquement parlant, c'est un des plus grands athlètes qu'on ait jamais vu. Et en termes de sensibilité, je pense que c'est le sport que je préfère, donc c'est l'athlète que je préfère. Il est encore là à 40 ans. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait que ça reste un des plus grands athlètes qu'on ait pu voir et qu'on ait eu la chance de voir. Dans notre vie entière, ne serait-ce que son palmarès, encore une fois, sa longévité, sa forme physique, son mental. On est plutôt gâtés sur notre génération, ça c'est clair. Carrément. On notera que j'ai mis aucun footballeur. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai pris contrairement à Julie. 4 sur 5. On va regarder ton top 5. S'il y en a en commun, on va peut-être passer sur les autres, ceux qu'on n'a pas encore cités, pour voir un petit peu, pour parler un petit peu d'autres gens. Est-ce que tu en as mis en commun d'ailleurs? C'est même pas sûr. Si, on en a un. T'en as un en commun qui est LeBron. Voilà. Cristiano Ronaldo. Non. Alors attendez, pardon. Il y a erreur sur la personne. Mon Ronaldo, c'est pas Cristiano. Ah, bah t'as pas précisé. J'ai mis Ronaldo. Ah bah oui, mais il faut préciser aujourd'hui. Il faut préciser. Bon, alors il a un maillot plutôt jaune, il est un peu plus gros, un peu plus moins de cheveux, un peu plus des fois il avait il avait la petite. Non, c'est en numéro 5, c'était Ronaldo le Brésilien. R9 le Brésilien parce que en plus j'ai Ça m'avait étonné aussi que tu mettes Cristiano, je me suis dit c'est chelou. Bah après j'ai beaucoup de respect. Exactement, j'ai beaucoup de respect pour Cristiano, mais non, c'était Ronaldo le vrai. OK. Tu vois que parfois il faut le préciser, le vrai. Alors le vrai, moi j'aime pas du tout cette expression. Ouais, mais bon, voilà. Il est faux. Le 9 quoi. Oui, Ronaldo le brésilien. Voilà. Non, en fait, j'ai vraiment hésité sur mon numéro 5 parce qu'il y a 2 footballeurs que j'ai vraiment où j'ai accroché en fait sur 2 footballeurs, c'était Ronaldo et Thierry Henry. Ah oui, donc en fait des attaquants quoi. Voilà, j'ai beaucoup hésité, mais Ronaldo parce que il a eu tellement de pépins physiques, il aurait pu avoir une plus belle carrière encore, mais pour moi c'est le numéro 9 ultime, le meilleur numéro 9 tu vois, de l'histoire. Dans le chat, le vrai Ronaldo sans blessure, il était injouable, mais c'était clairement ça. C'est ça, et en plus il était puissant, il était droitier, mais il était hyper bon du gauche. Si vous regardez des petites compiles sur YouTube, c'est trop marrant parce que le mec il se faufile entre 3-4 défenseurs à chaque fois, c'est incroyable. Moi, Ronaldo, donc le Brésilien. Ensuite, il y a LeBron James, on va passer LeBron, voilà. Et alors là, ce 3 nous interpelle quoi. Déjà, comment il peut être devant LeBron, genre? Non, alors on précise quand même que les top 5 c'est purement subjectif. C'est personnel, oui. Si j'avais fait un top 5 de la raison,
Si j'avais fait un top 5 de la raison, j'aurais pas mis Iverson. Okay. Parce que j'aurais mis ceux qui ont touché toutes les générations. Mais là, toi, il t'a touché toi, personnellement. Voilà, parce que Iverson... T'as fait mettre des baggies? Franchement, c'est possible. Dans ce cas-là, je dis rien. C'est bon, il est bon. Non, en fait, Iverson, c'est un tout. C'est un mec, déjà, il fait 1m80, il est meneur ailier, mais en fait, il est explosif. Il a son move favori, c'est le crossover, il est incroyable. En plus, il en laisse 2 dans l'histoire. Si vous connaissez pas, allez voir. Un sur Michael Jordan, quand même, la classe. Ouais. Il n'a pas encore ses 13, tu vois, donc il débarque. Et donc, il fait un petit... Je crois que c'est sur la dernière année de Michael Jordan. Et le deuxième, alors celui-là, il est mythique. C'est en finale NBA contre les Lakers. Bon, il perd, le pauvre. Il aurait mérité un petit titre quand même. Mais il fait un petit crossover sur Tyronn Lue qui se retrouve les fesses sur le parquet. Et ça fait une image mythique parce qu'en repartant, Allen Iverson fait mine de lui marcher dessus. Et je l'ai sur un t-shirt. Wow, voilà. C'est fou, hein. Plein de highlights de défaites. Non mais Iverson, il a révolutionné la NBA, c'est-à-dire qu'il arrive, le mec, c'est un rappeur quoi. Il sort, et véridique, Iverson sort une mixtape pour un album, il rappe à 16 heures. Et c'était Damien Lillard avant Damien Lillard. Il a... Vous arrêtez là. Tu veux chanter du Laissez-moi parler d'Iverson enfin. Non mais respectez s'il vous plaît Allen Iverson qui est au Hall of Fame, qui a été drafté premier par les Sixers, qui a fait une super carrière. Bon d'accord, t'as fait sa pub en long. On dit pas qu'il est nul. On dit pas qu'il est nul. Une armoire à trophées et rarement vu aussi bien remplie de ma vie. Il est MVP de la saison régulière en 2001. D'accord. Voilà. Et mais c'est pas mal. Enfin. Tout le monde ne peut pas être LeBron James. Non, mais là, c'est hyper personnel. J'étais jeune, j'ai découvert Allen Iverson. C'est quand même un mec, après, une vraie personnalité. Sur Federer, qui me faisait mettre mon réveil à pas d'heure pour regarder ses matchs. C'était en pleine nuit, j'arrivais à l'école, j'étais fracassée. C'est l'incarnation d'une génération, en fait, de tout un mouvement, de toute la culture. Il arrive, il révolutionne la culture NBA, il ramène le rap avec lui. D'ailleurs, la NBA avait pris des mesures pour interdire le baggy à cause de lui. Bon, ça n'a pas marché, parce qu'aujourd'hui, c'est défilé de mode. Ils avaient imposé le costume à cause de lui. Et après, là, les mecs en avaient marre des costumes parce qu'ils voulaient pas varier, ils voulaient mettre de la haute couture et tout. Et là, maintenant, ils ont dû réautoriser. Mais voilà, mais c'est une personnalité, Allen Iverson, c'est un écorché vif. Il a une histoire qui est géniale. Intéressez-vous, franchement, même s'il n'a pas une armoire à trophées qui déborde. Et le peu qu'il a gagné, les a revendus en plus. Parce qu'il était fauché. C'est vrai qu'il était fauché à une période. Ouais. Donc voilà, Allen Iverson. Ensuite, il y a Ronaldinho, parce que même si il n'a pas joué longtemps au PSG, et pas beaucoup d'ailleurs, Ronaldinho, c'est la magie. Et pareil, comme Iverson, il aurait pu gagner beaucoup plus vu le talent et la magie qu'il avait dans les pieds. Mais ça fait aussi le charme des athlètes, je trouve, de pas tout gagner non plus, tu vois. On n'est pas obligé de tout gagner. Pour rentrer dans le cœur des gens. Hein, Sacha ? Non, mais Ronaldinho, c'est la joie. Tu vois, t'en parlais avec Usain Bolt, pareil, il donne envie de regarder. Il est là, il te sort des trucs improbables. Pour moi, c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus doué du foot de tous les temps. Bien Ronaldinho, je l'ai suivi en plus. Il gagnait un ballon d'or quand même. Et puis, tu te souviens de son coup franc au Mondial 2002 ? Non. Tu parles de foot avec Sacha là. En 2002 en plus, quand même. Bon, pardon, moi je m'en souviens, mais c'est pas le sujet. Et non, franchement, c'est la magie de Ronaldinho. Moi j'adore. Et puis mon GOAT ultime. Je crois que ça n'a pas été très compliqué pour toi de le mettre. Roger Federer. Moi, j'ai même pas hésité sur les autres. J'avoue, j'ai hésité sur qui mettre et l'ordre. Mais Federer, pareil, je mettais mon réveil à pas d'heure. J'ai regardé l'Open d'Australie, beaucoup de matchs et j'ai un regret immense. Si on pouvait refaire l'histoire, je lui fais gagner le Wimbledon 2019 qui perd contre Djoko après avoir eu des balles de match et je le fais partir sur ça. Ah, tu vois que la saison de trop, tu vois. Mais oui, mais moi j'ai été tellement frustrée de la fin de carrière de Federer. En plus, j'étais en vacances quand il prend sa retraite, la Leaders Cup. Comment il a pu faire ça ? Franchement, véridique. J'étais en Grèce et je regardais sur l'iPad et j'étais là en train de pleurer. Il se tenait la main comme ça avec Nadal. C'était magnifique. Ah bah oui, cette image, magnifique. Après, mais comment tu oses ? En fait, Federer. Non mais tu t'émeus de LeBron qui joue avec son fils et ça, par contre, mais je m'émeus pas de ça. Deux rivaux absolus, quoi. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté vachement acting, quoi. Les deux qui se tiennent la main et qui regardent un écran et qui chialent ensemble. Alors, ok, mais si je peux quand même dire que
Federer, c'est quand même la classe absolue. Même si son revers, c'est sa kryptonite contre Nadal, le mec, il a un revers qui est tellement pur, son jeu offensif. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec Nadal, Djokovic et tous ceux qui sont arrivés après, c'est qu'ils ont tous un jeu très stéréotypé. Et Nadal, c'était un des rares, Federer, à sortir du lot. Et quand tu sais que Federer a fait... 2 générations du tennis où la première il a un peu martyrisé et Witt, Safin et Roddick qui en fait encore des cauchemars le pauvre et après qu'il a eu les Djokovic et Nadal, moi je trouve que c'est très fort et Federer, si tu m'écoutes, tu es le meilleur sportif de tous les temps dans mon cœur. Je pense qu'il t'écoute. Voilà. On a hâte qu'ils viennent. Du coup, sachant que tu fais le malin, mais on a hâte de voir qui sont dans ton top 5. On va pas les connaître, ça va être génial. Parce que je sens que ça va nous intéresser particulièrement. Alors, le numéro tu vois, tu me dis je l'aime pas, et tu le mets premier ton top 5. Il a mis Djoko. J'ai pas besoin de l'aimer pour être objectif. Il y a pas un mec qui a plus gagné que ce mec. Djoko. Bon, on commence avec la fin. Usain Bolt, pas besoin de le dire, icône absolue. Le mec qui a mis le running à la mode. Je pense que c'est vrai en plus ce que je viens de dire. Le running. Il est sprinter. Mais oui. Oui, mais on n'est pas tous des sprinters. Du coup, à la fin, on se. Oui, mais tu regardes Usain Bolt, t'as envie de courir 10 km. Mais t'as pas remarqué que les gens ils font plus de footing depuis Usain Bolt qu'avant? Je pas trop, je t'avoue. Moi, je sais pas, moi, c'était le lien que j'avais trouvé. J'aime beaucoup, regarde le commentaire dans le chat. Sacha qui parle d'acting et qui met Djoko dans son top 5. Attendez, les gars, en fait, moi, quand on parle de GOAT du tennis, il y a un mec qui a fumé les autres et il a gagné plus que les autres. Parce que tu parles de stats. Tu parles que de palmarès. On te parle d'émotions, d'empreintes laissées dans le cœur des gens. Émotions, faut gagner des matchs. C'est pas parce qu'il y en a un qui a un revers à une main et l'autre à 2 mains que waouh, il a changé ma vie, il est magique. T'aimes pas la beauté, t'aimes pas la vie. Mais en fait, vous aimez pas le sport. Vous aimez pas Djokovic. Dites-le, vous aimez pas Djokovic parce qu'il a une coupe de châtaigne, parce qu'il a aucun charisme, parce qu'il s'habille comme un comptable. Il y a pas de problème. Mais me dites pas comptable, ça vient en short. Mais c'est le meilleur quand même. Donc c'est le meilleur. Ça manque un peu d'aura quand même. Voilà, c'est le meilleur factuellement en termes de palmarès, ça on est d'accord. Mais après en termes de ce qui dégage, parce que le GOAT c'est quand même l'incarnation, c'est une figure, c'est un truc, tu vois. C'est pas juste. Je sais pas si Djoko restera comme le GOAT du tennis. C'est ma question, c'est tout. Bah ouais, mais moi s'il a gagné plus que les autres en étant là au prime où il y a les autres GOAT et en battant les autres GOAT. C'était un petit peu en décalé quand même par rapport. Oui, mais ça se joue pas énormément de choses en vrai. Certes, je suis d'accord, il arrive un peu après, mais il est partie intégrante de ce top 3. Il est pas en train d'attendre aux portes. Il est compétitif avec eux à chaque fois. Et il les a pris à leur meilleur niveau. Surtout. Et il est encore là. Et en plus, il domine. Enfin, je pense qu'il peut encore dominer. Donc pour moi, c'est assez net. Et en fait, je trouve que c'est un faux débat sur le tennis. Je comprends la sensibilité, le romantisme. Il y a pas de souci. Vous pouvez aimer Nadal en fait, parce qu'il court et il crie. Vous pouvez aimer Federer parce qu'il a une petite mèche comme ça et qu'il a un accent suisse et un revers à une main. Bah moi, je kiffe Djokovic parce que il faisait des blagues au début, parce que je trouve qu'il est sous-coté, parce que personne veut lui donner ses lettres de noblesse et sa crédibilité. Mais on lui donne, mais on a dit que c'était pas le GOAT. Bah ouais, il bat tous les autres, mais c'est pas le GOAT. Il est très fort, Djokovic. Mais par contre, on met Ronaldinho genre en GOAT, tu vois. Moi, c'est GOAT, c'est pas le GOAT. Parlez-moi des joueurs qui vous font kiffer, pas des GOAT alors. Bah si, c'est genre le GOAT de ton sport, l'autre mec qui t'a fait le plus kiffer dans son sport. C'est tout. Et GOAT d'émotion à toi. Ouais. Sinon, pour moi, le GOAT, c'est le robot un peu, tu vois. Ouais, moi j'ai fait comme ça. Tu nous expliques le numéro 3 du coup, Sacha. Alors, parce que là, je pense Ohtani, c'est un joueur de baseball. Et franchement, l'histoire, elle est trop folle. Et comme c'est un sport éclaté au sol, on va la faire vite. Je sais même pas si j'ai envie de t'écouter. Shohei Ohtani. Je sais même pas. On peut s'en aller si tu veux. Je vais te faire simple. C'est-à-dire que avant même de jouer au plus haut niveau, c'était déjà le meilleur joueur de tous les temps du baseball. Il a fait une année donc dans la ligue américaine parce que c'était un joueur japonais et il a pété. En fait, il a fait des stats que personne n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, sa particularité, c'est qu'il lance aussi bien qu'il frappe. Et en gros, il a mis 50 home runs et il a éliminé 50 mecs au lancer. Il n'y a pas plus parfait en fait que ce mec-là dans le sport. Je sais que il est révolutionnaire. On comprend pas un mot de ce que tu es en train de dire. En gros, c'est comme si le gars, c'est comme s'il était attaquant et gardien de but en même temps et qu'il était trop fort dans les deux. Genre il te faisait des clean sheets, 50 buts et 50 clean sheets. Voilà. Donc il est vraiment juste trop fort et en fait, c'est juste ses premières années dans ce sport aux États-Unis. Donc en fait, il est en train d'écrire l'histoire du sport. Comment il se retrouve ? Alors mon top est bizarre parce que c'est mon top perso, mais toi, il est pas bizarre ton top. Mais en fait, sportivement. Il est très sport américain là. Non, mais c'est surtout que t'as un mec, c'est sa première année au plus haut niveau. Il est déjà en train de réécrire l'histoire du sport. Donc imagine en fait tout ce qui va se passer après. Il joue encore là, tu veux dire ? Mais il vient de commencer. Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est un GOAT, c'est comme si je te dis le GOAT il a 20 ans. Je crois qu'on a tous pas lu la consigne de la même manière. Non, vraiment pas. Non, mais c'est comme si t'avais Pelé à 20 ans en fait. Là, tu te rends pas compte que le mec qui est là, il va changer son sport. Et il est en train de changer son sport. Et c'est en cours là. En fait, tu t'en fous parce que c'est un sport éclaté. Non, mais oui, parce que c'est un sport qui a peu de retentissement chez nous en France. Il faut le savoir, ce mec là est en train de juste
tout changé dans ce sport pourri qu'est le baseball. Écoute, on suivra avec attention. LeBron, il a le plus gros contrat. Non, je crois qu'il y a un autre contrat qui a été plus élevé récemment. On est sur des 500 millions et tout. Les contrats laissent tomber. C'est des dingueries. Aux États-Unis, oui. Correct. Sport US. Ok, LeBron, on en a parlé. Tom Brady alors. Tom Brady, gagnant ultime. Je le disais un petit peu plus tôt, je pense que la NFL, c'est la ligue la plus compliquée pour gagner un titre à la fin, tu vois. C'est pour ça que les Patriots, donc l'ancienne équipe de Tom Brady, ont surdominé pendant une dizaine d'années. Et en fait, t'as pas eu trop d'équipes qui ont été en face de ça. T'as pas eu de rivalité ou quoi. Il y avait eux et le reste du monde. Lui, il a prouvé en fait qu'il pouvait prendre sa retraite, rentrer dans une autre équipe qui était vraiment une des équipes les plus cataclysmiques de l'histoire de la NFL et les faire gagner en fait immédiatement l'année. Et alors que t'as toute la nouvelle génération qui est face juste à lui avec sa présence et que tout le monde dit non mais en fait en face ça va être trop solide, nouvelle génération, il est cramé, truc machin. Bon, il a prouvé que rien n'était impossible. Après il reste, c'est un mec qui a quand même eu beaucoup de bon alignement dans sa carrière, mais c'est un gars qui a été drafté, personne croyait en lui, etc. C'est une histoire de fou malade. Puis après, comme je dis, c'est GOAT de la vie, tout le monde voudrait avoir Puis il est quand même au poste de quarterback qui est le poste ultime tout sport confondu, il y a plein de mecs qui font des études. Tu mettrais Brady et qui au-dessus de Michael Jordan, toi, dans le GOAT ultime. Mais même Jordan, il te dira que Brady, il est au-dessus de lui, je pense. Alors, vu le caractère de la personne, je suis pas sûr. Mais parce que la NFL, c'est vraiment, je pense, c'est un truc de ouf. T'as vu, en fait, en NBA, pour passer en playoff, c'est des séries faut gagner 4 matchs. En NFL, c'est un match sec, genre. C'est trop dur. Mais c'est sûr que le format est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, les matchs sont tellement intenses que tu peux pas les faire jouer. Puis joueur d'échecs, il perdure avec le temps. Énormément de records aussi dans sa besace. Puis après, tu parlais d'aura. Lui, pour le coup, il a aussi l'aura. C'est qu'il fait très gendre idéal. Il fait américain parfait, etc. C'est lui qui a mis les vegans à la mode. Enfin, il y a tellement. Il a mis les hugs pour hommes à la mode. Et c'est comme Djokovic a mis le sans gluten à la mode. C'est vrai aussi. Non, mais vraiment. Et non, je rigole. C'est très alimentaire ton top, en fait. Mais Brady, il a mis les hugs à la mode. Genre, tu vois les Brady. Et alors, tu le remercies pour ça? Attends, les petits bottes. Ouais, c'est pas. J'avoue, faut en avoir une sacrée paire pour assumer de les porter comme ça. Vraiment, respect. Ok, Sacha, attention, tout amène à discussion. Et le chat. Ouais, du coup, on va passer au Curry. Tu sais... Paprika. Pardon. On accepte ça. Non, j'aurais pu dire cumin. Non, mais toujours pas. Et en fait, oui, il est là, je crois, Steph. Je sais même pas ce que j'ai mis dans mon. Il est là, Steph. Il est là, Steph. Incroyable. On va passer sur Usain parce qu'on en a déjà parlé. Je suis quand même la seule à avoir une femme. J'ai hésité avec Williams, moi, dans le top 5. Et c'est quand même triste, et en même temps j'ai cherché si on avait fait les oui, c'est ça en fait, parce qu'on n'a pas tous compris l'intitulé. Voilà, après moi j'ai mis Simone Biles parce que justement elle m'a touché personnellement. Enfin, je veux dire, moi j'aime bien la gym de base, mais elle a quand même rallié tellement de gens à ce sport justement pour venir regarder ça. J'ai adoré surtout sa personnalité et la franchise avec laquelle. Elle a révolutionné aussi son sport. Et elle a complètement changé le monde de la gym. Elle a fait bouger un monde qui était tellement archaïque et tellement avant c'était plan quoi. Exactement, elle a apporté beaucoup de modernité à ce sport, puis elle a fait bouger les lignes en interne, surtout avec tous les problèmes qu'il y a eu dans les fédérations américaines notamment. Donc énorme respect pour elle, pour ce qu'elle a réussi à faire et à revenir aussi derrière. Je pense que quand on parle de GOAT, c'est ça aussi, c'est l'impact qu'on peut avoir sur son sport et même au-delà sur le sport en général. Et je pense qu'elle l'a eu, c'est je pense l'une des femmes les plus influentes aujourd'hui dans le monde du sport, donc c'est vachement important. Je vois dans le chat on nous cite d'autres femmes, Shiffrin, Lindsey Vonn dans le ski, effectivement. C'est des femmes qu'on aurait pu citer, Serena Williams qu'on aurait pu citer. Après, c'est les perceptions de chacun. Steph Curry, voilà, moi je l'ai mis en 3. Effectivement, tu as vu, je l'ai pas mis plus haut que ça finalement. Il est que numéro 3. Steph Curry parce que je vais me faire traiter de basketix par plein de gens, mais c'est pas grave. Il a révolutionné le basketball. Oui. Pardon, mais il a changé complètement la façon de jouer aussi en NBA. Lui avec les Warriors. Voilà. Certains trouvent que c'est chiant. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, ça me fait triper. Enfin, pour l'avoir vécu et sans c'est tout clair ça, qu'avec Iverson, on n'est pas sur le même. C'est pas la même révolution. Voilà, mais pour l'avoir vu, c'est quand même un mec qui fait lever complètement les foules dès que tu sais qu'il va shooter. En fait. Donc tout le monde retient sa respiration pour savoir si ça va rentrer. Il est d'une insolence. Il est insolent de réussite et en même temps il a ce sourire permanent. Il a une bonhomie quand même qui est assez il a ce smile, il a cette belle tête. Après en vrai généralement t'es soit team Curry, soit team LeBron. C'est pas du tout le même genre, ça on est bien d'accord. Mais comme derrière tu es soit team Cristiano Ronaldo, soit team Lionel Messi, tu vois. Moi je suis team Messi, tu vois. C'est pour ça que je me disais c'est bizarre qu'il y ait Cristiano Ronaldo dans ton top 5. Moi je l'ai mis Cristiano Ronaldo parce que
pour moi, incontestablement, c'est en tout cas l'un des GOAT du foot. Et pour moi, c'est mon GOAT personnellement parce que il m'a vraiment fait kiffer le foot quand j'ai commencé à regarder et parce que ce que je kiffe en fait, c'est la façon dont tu peux t'identifier un minimum à lui au départ, en tout cas, parce que c'est un mec qui a juste été un bourreau de travail pendant des années, qui l'est toujours aujourd'hui. Et je trouve ça bien aussi que ce soit pas juste le talent inné qui fait que tu réussisses, quand c'est aussi ton travail au quotidien. Je trouve ça vachement beau comme valeur en fait à prôner. Bon, maintenant on a dépassé tout ça, on a un stade de superstar mondial et de tout ce qui va avec, qui est un petit peu trop à mon goût. Mais après, voilà. Tu le suis encore ou pas? Ouais. Genre, tu sais, comme s'il y avait le rupture. T'as continué ou... Non, en vrai, ce qu'il fait en Arabie Saoudite, tu veux dire? Ouais. Non, pas des masses, je t'avoue. Mais je pense qu'en fait, c'est un des mecs qui laissera une vraie trace aussi dans son sport et qu'il a inspiré, mine de rien, tellement de jeunes à vouloir faire du foot que pour moi c'était super important de le mettre. Et puis Federer pour les mêmes raisons qu'on a tous citées. Voilà, moi Federer c'est lui en fait, c'est son style, c'est la façon dont il jouait avec une telle facilité. Enfin, je veux dire, j'ai tellement essayé de fois de faire le même revers là sans que jamais ça fonctionne, tu vois. Il y a aussi un truc, ce qui est drôle, c'est que Federer, toute sa carrière, les journalistes ont dit, les suiveurs vraiment du tennis depuis le début, ses débuts, il est très humble. Moi, en étant fan de Federer, j'ai jamais trouvé qu'il était humble, mais c'est pas un reproche, parce que si Federer se la raconte pas, qui a le droit? Mais moi, je trouve qu'il était conscient de ce qu'il représentait, de ce qu'il était. Franchement, Federer, il est pas humble, mais il le dit en souriant parce qu'il sait qui il est en fait. Il avait un franc-parler, c'est très suisse un peu, ou dans d'autres pays francophones. Mais pour moi, il est pas humble et il a le droit de pas l'être. Enfin, comment quand t'es Federer, tu n'as pas le droit de la raconter? Ça m'a jamais marqué, tu vois, qu'il se la racontait et tout. Non, c'est pas qu'il se la raconte, c'est que quand il parlait de lui, tu sentais que tu sais, c'est comme quand les footballeurs belges, des fois, on se fout un peu de leurs déclarations parce qu'ils sont très francs du collier. Lui, c'était un petit peu ça, genre, de toute façon, je suis au sommet du tennis mondial aujourd'hui et personne me bat. Enfin, tu vas te le dire très factuellement, genre. C'est vrai qu'on parle de rivalité dans le chat, on s'attache souvent à un sportif quand il y a un rival en face, qu'on a Messi, Nadal, Federer, Curry, LeBron. Effectivement, c'est vrai que ça crée de la concurrence. On va accueillir Sou pour les derniers paris de cette soirée, comme le temps passe vite déjà. Ça va, Sou? Ça va toujours, et vous? La prochaine fois, on te demandera de faire un top 5 aussi. C'est vrai? Tu vois, tu viendras participer un petit peu. Moi, Sou, c'est mon GOAT. C'est ton GOAT des paris? Ouais. Le GOAT des cotes. Trop mignon. Trop mignon. Ça rime, c'est beau. Arrête de faire genre t'es dans le love alors que tu n'aimes personne, Sacha. Waouh. On le tire. Allez, Sou. On tire de fin d'émission. Il y avait des petits couteaux dans la voix. Perdu, quoi. Je te jure. Vas-y, on t'écoute pour les derniers paris. Tu vois, les transitions parfaites. On s'est même pas concerté. Franchement, je savais même pas que vous kiffiez Federer comme ça. Moi, je kiffe le tennis et franchement, je suis super excité. Là, il y a l'Open d'Australie qui est la semaine prochaine. Bien sûr. Et c'est les tournois de reprise. Donc là, j'ai choisi un match d'ATP Auckland à 250. C'est Francisco Cerundolo, l'Argentin, qui joue contre Roberto Carles Baena. Je sais pas, pour vous, c'est des nobody ou pas? C'est pas des non, je pense que vous connaissez. Si, ouais. C'est pas des nobody. Cerundolo, c'est quand même un très bon joueur. Il a beaucoup de talent. C'est 2 terriens, là, du coup. Mais premier grand chelem. Match de reprise pour Cerundolo. Et il est sur 5 victoires sur Carles Baena, mais que sur terre battue. Et Carles Baena, elle a déjà eu un tour juste avant, donc pour moi, il est déjà en route. Enfin, il est déjà chaud. Et je vois dans ce match un match indécis, parce que c'est un tournoi de reprise. Et je vois au moins un set chacun, donc c'est pour ça que j'ai mis plus de 2,5 7 à 2,15 pour la cote. C'est beau, hein? Belle cote. Ouais. Franchement, j'aime bien jouer ces cotes-là. Les 1-7 chacun, c'est pas mal. Ouais. Tu te prononces pas trop, mais c'est les tournois de reprise, on ne sait pas trop les niveaux de forme. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On verra si tu kiffes vraiment bien le tennis, si tu as le nez creux pour le tennis. Ouais, c'est trop bien, le tennis. Merci beaucoup, Sou. C'est l'heure de remercier un petit peu tout le monde. Merci Julie, merci Sacha d'avoir participé à cette dernière émission du RMC Sport Club, Sacha, parce que tu ne reviendras pas dans RMC Sport Club. Un plaisir. Sympa. Merci Kylian pour ta première, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à tout le chat d'avoir été avec nous. On vous rappelle l'émission tous les lundis à 19h et en replay ensuite dès demain matin sur YouTube. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas sur YouTube à nous mettre des petits commentaires et à nous dire s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans la prochaine émission, des top 5 ou des thèmes qui vous intéressent. Critiquer le top 5 des gens aussi. Ouais, mais ça va arriver, t'inquiète pas. Ah oui, t'en fais pas. T'inquiète pas, ça va arriver. Je sens que le mien, il va être très Vous êtes des sportifs. Voilà, on vous lit et si jamais il y a un thème qui nous plaît, peut-être qu'on le programmera pour la semaine prochaine. Merci à tous les amis et à lundi prochain. Ciao.